Mais il y a vraiment des moments hallucinants, genre de folie pure. Porté par une intervention assez magistrale sur CNews, il faut le dire. J'ai trouvé ça odieux. Je ne veux rien sauver à part le générique. Et c'est là-dedans qu'on tombe quand même dans un truc archi bourgeois, branlette à 2 balles. Vieille bûcheron, vieille bûcheronne, patati patata. C'est horrible, j'ai l'impression que c'est un porno alors que pas encore. C'est beaucoup de mots qui n'ont pas de traduction française. Je pense que c'est pas un truc qu'on est censé écouter. Sinon, Ou alors c'est des bots qui nous écoutent et auquel cas... Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de parler des films et des séries qui font l'actualité. Parures, trésors et perles rares, dans cet épisode, nous parlerons de ce qui vaut cher et rapporte gros à l'industrie, mais aussi et surtout de ce qui n'a pas de prix pour nous, les spectateurs. Comme la plus précieuse des marchandises, bijou d'animation signé Michel Hazanavicius, comme Diamant Brut, premier long métrage d'Agathe Ridinger, qui brille aussi fort que les lumières de la télé-réalité, ou encore comme le trio de voleuses d'art du manga Cat Size, de retour dans une adaptation pour TF1. Et puisqu'il n'y a rien de plus précieux qu'une vie, la série Hippocrate revient sur Canal+ pour une 3e saison, l'occasion pour nous de se pencher sur le succès des séries médicales. Finalement, et c'est son titre, nous parlerons du 51e film de Claude Lelouch, joyau du cinéma français depuis plus de 60 ans. Et carte blanche à Romane, qui nous criera son amour pour la brillante Amy Sherman-Palladino, créatrice de 2 pépites de la télévision américaine, Gilmore Girls et la fabuleuse Mrs. Maisel. Silence, moteur, la perche est dans le cadre et on s'en fout, on fait de la radio, action. Bonsoir à mes petits perchés. Autour de la table pour parler cinéma et séries cette semaine, je suis avec Yuri. Tu es toujours compositeur de musique de film et scénariste. Absolument. Et compositeur de jingle, on le rappelle chaque semaine. Et parachutiste de temps en temps. J'espère, parce qu'on va en parler dans Cat Size. Félix, tu es réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Valentin, tu es journaliste indépendant. Bonsoir. Romane, tu es scénariste et chargé de développement dans la production. Bonsoir. Et Rita, tu es le cerveau derrière Seize the Movie, le compte Instagram, TikTok et YouTube. Bonsoir. Et enfin, Laurent, tu es toujours le sugar daddy de La Perche et dans le cadre. Tu nous mets le petit jingle pour le courrier des auditeurs, des perchés ? Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de courriers. Non, je rigole. Merci à nos auditeurs qui nous ont fait des grands compliments sur le focus de la semaine dernière sur la critique. Et je tiens à faire un petit mea culpa parce que j'ai été reprise. En fait, j'ai fait une copée. Vous vous rappelez du scandale du pain au chocolat dont il n'était pas capable de donner le prix. Eh bien, moi, la semaine dernière, j'ai dit qu'une place de cinéma, c'était entre 12 et 14 euros. Et je me suis fait rappeler qu'en réalité, c'est plutôt 15,50. Parce que t'es du point de vue parisien aussi. En vérité, dans Paris, tu peux beaucoup aller au cinéma pour moins de 10 euros en vrai. Et en moyenne, le prix de la place de cinéma en France est à 7,30 €, je crois. Voilà. En moyenne. Mais tu t'es fait engueuler, mais en vrai, ça va. Mais dans les gros groupes, c'est plutôt 15,50. Donc voilà, je rétablis la vérité. Aller donner de l'argent aux petits groupes, justement. Aller dans les petits cinémas, effectivement, pour les faire vivre. Et toi, tu voulais nous faire un petit rappel à l'ordre, Yuri ? Absolument. Enfin non, un rappel à l'ordre, non. J'aimerais d'abord remercier toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux et nombreux chaque semaine. Vous êtes plusieurs centaines à nous écouter et on est hyper contents de ça. Si vous aimez le podcast, ce qu'on vous propose, ce que vous recevez dans vos oreilles, n'hésitez pas à en parler, même sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir si vous nous taguez et si vous nous écoutez sur une des plateformes type Apple, Spotify, Deezer ou autre, n'hésitez pas à mettre une bonne note à la perche dans le cadre. Ça nous permet d'être mieux référencés, ça permet à d'autres gens de nous découvrir quand ils cherchent un podcast cinéma. À titre d'exemple, nous n'avons que 8 notes sur Apple Podcast, alors que vous êtes plusieurs centaines à nous écouter sur Apple Podcast. Chaque semaine, surtout. Chaque semaine, il faut remédier à cette situation. Ou alors c'est des bots qui nous écoutent, et auquel cas, ça expliquerait peut-être beaucoup de choses. Les fameux milliers de notamment, vues notamment cet incroyable nombre d'auditeurs en Russie. Voilà. Donc voilà, je rigole. On a 2 auditeurs en Russie, mais bon, ça doit être probablement tes parents. On en a au Mexique aussi, rappelle-toi. Et j'aimerais juste te dire, faites comme Jeanne. Jeanne est une de nos auditrices qui m'a récemment dit qu'après les séances de cinéma, elle a besoin d'entendre des gens intelligents parler de films pour continuer à se faire son opinion. M'a dit que du coup, elle écoutait La Perche. Alors, elle n'écoute surtout pas Laurent, je pense, du coup. Et ensuite, elle m'a dit que quelqu'un d'autre lui avait dit qu'il aimait faire ça et qu'il aimerait bien trouver un endroit à écouter. Elle a dit, écoute La Perche dans le cadre. Donc, faites comme Jeanne, recommandez La Perche dans le cadre à vos amis. Mais oui, une vraie personne, je vous jure. Séquence publicité américaine des années 90, là, c'est... Un peu de bouche à oreille n'a jamais fait de mal. Donc, merci à nos auditeurs et merci à l'entrepôt qui nous permet d'enregistrer chaque semaine La Perche est dans le cadre. Évidemment, on va parler cinéma puisque c'est le programme de l'émission, mais d'abord, on va parler chiffres. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça ne peut pas quand même péter un de ces 4 ?
Alors, Yuri, j'ai une question. Est-ce que Paul Mescal en jupette est parti à l'assaut du box-office ? Absolument, puisqu'il réalise. J'ai l'image là d'un coup et je suis un peu perturbé, j'avoue. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai des petits frissons. T'es pas la seule visiblement autour de la table. Donc, la seule. Gladiator 2. Revenons un peu aux choses sérieuses, à savoir l'argent. Gladiator 2 est en première position du box-office avec un total d'1 269 000 entrées sur sa première semaine. Ce qui est une excellente moyenne par copie de 1741 spectateurs qui se sont déplacés pour voir les aventures de Paul Mescal et de Pedro Pascal en jupette. L'amour ouf est jury numéro 2, le Talon. Jury numéro 2 a passé le 1 million d'entrées. Donc comme quoi finalement les gens aiment encore Clint Eastwood, on ne saura le rappeler assez. Anora fait un peu une performance plus décevante puisqu'il est en 8e position, 87 000 entrées pour sa 3e semaine, ça veut dire qu'il dépassera les 500 000 mais pas beaucoup plus, ce qui pour une Palme d'Or, rappelons que Anatomie d'une chute avait fait 1,6 million, 1,7 million, ça reste un gros score, mais ça reste quand même en dessous de Palme d'Or du type Triangle of Sadness, sans filtre en français ou autre, donc ça reste quand même une petite palme entre guillemets pour l'instant en tout cas, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu parce que je pense qu'il ne restera pas longtemps à l'affiche. Peu de nouveautés se frayent un chemin cette semaine dans le box-office, mais l'histoire de Suleiman continue de faire des entrées. On peut espérer que le film passe les 500 000 entrées, ce qui pour ce film est toujours tout à fait extraordinaire. Et Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau, a dépassé cette semaine les 300 000 entrées. Et ça me réjouit. Mais moi aussi, parce que depuis je l'ai vu et c'est vraiment très très bien. Voilà. Même si j'ai box-office. Même si j'ai trouvé ça très dur et très triste. Mais en fait, 300 000 entrées, pour que vous vous rendiez compte, pour un film comme ça, c'est assez extraordinaire. C'est un film qui a une économie très fragile, qui est un film qu'on va pas forcément voir de gaieté de cœur parce qu'on se dit oulala, un film sans aucun dialogue pendant 1h30. Et pourtant, le film a l'air de trouver son public, donc ça nous rend évidemment très heureux. Parce que c'est très divertissant. C'est vrai que quand tu dis sans dialogue, on a l'impression que voilà, mais c'est très. Voilà, j'ai envie de penser qu'on y est pour quelque chose, mais c'est peut-être un peu trop nous prêter d'importance au vu du nombre de likes sur Apple Podcast. On va passer aux menaces. Alors, tu nous parlais au tout début du box-office de Ridley Scott. Ridley Scott a réalisé un très mauvais Napoléon, mais il y a quelqu'un qui a réalisé une meilleure version de Napoléon. N'est-ce pas, Yuri ? Ah, c'est moi qui... D'accord, très bien. Absolument. Abel Gans, paraît-il, a réalisé une version de Napoléon, mais je ne sais pas que c'est moi qui en parlais. Je sais pas. Enfin, c'est toi, Rita. Qui sera diffusé sur France 5, du coup, le... Vendredi soir. Voilà, vendredi soir. C'est un travail d'équipe. C'est une version le vendredi 22 novembre, parce qu'on ne sait pas quand vous nous écoutez, mais c'est le vendredi 22 novembre. Sur France 5, et il va être diffusé dans sa version de 7h. C'est une première exceptionnelle pour France Télévisions et puis pour la télé de manière générale d'avoir accès à ce genre d'œuvre patrimoniale. C'était la version restaurée qui était sortie cet été au cinéma, et donc on a une grande chance de pouvoir la découvrir. Merci le service public, quoi. Et ce sera le nouveau Love Story, quoi, en fait. Carrément ça. Et ce sera disponible sur France.tv pendant 30 jours. Pendant 30 jours, donc voyez le film. Et là, je crois que c'est Félix qui va me parler d'une news concernant Coralie Farja et The Substance. Ouais, Coralie Farja a retiré son nouveau film The Substance du festival polonais Camérimage après que son directeur Marek Zidowicz et déclaré en interview que la volonté d'inclure des femmes dans les sélections pouvait mener à y retenir des films médiocres. Je le cite, « Devrions-nous rejeter des œuvres de valeur uniquement pour faire de la place au nom du changement social ?» s'interroge-t-il. Ce à quoi, du coup, Coralie Farja a répondu. Ce Substance traite précisément, exactement, c'est tout. Ce Substance traite précisément de l'impact de ce type de comportement dans notre monde. Nous devrions plus les tolérer. Et du coup, elle a donc annulé sa venue et la venue de son film. Et Steve McQueen a également annulé du coup sa venue. Donc petit boycott. Bien fait. Ça va vraiment dans ce qu'on se disait dans le focus il y a quelques semaines sur les cinéastes femmes qui n'ont pas le droit à la deuxième chance généralement. Donc même quand le nombre de films médiocres qui vont à Cannes chaque année de mecs parce que juste ils sont déjà allés à Cannes 700 fois avant, on s'en fout. Et puis surtout. C'est quoi, pardon, mais c'est pas un festival de grande envergure en plus, donc qui se calme un peu, non ? Et puis la Substance a quand même fait débat autour de la table. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça vraiment, vraiment brillant. Donc Il me semble que Caméra Image est quand même un gros festival, alors surtout de prix technique. Ouais. C'est pas Cannes ou quoi, c'est pas un gros festival de marché, mais c'est chef opérateur. Chef opérateur, voilà, c'est un festival autour de l'image, autour de la caméra. Et la raison pour laquelle ça fait grand bruit, c'est que le line-up était quand même assez exceptionnel. Et et il me semble que le jury est présidé par Kate Blanchett. Donc c'est quand comment même elle va partir elle Non, aussi elle a dit qu'elle restait. Ah. Donc ça crée des, en tout cas, enfin c'est pour ça que ça crée des remous aussi, c'est que ce festival-là est quand même important d'un point de vue industriel, on va dire.
Bon, et écoutez, bonne nouvelle que ce boycott. Le premier film dont on parle cette semaine, c'est La plus précieuse des marchandises, qui est le premier long métrage d'animation de Michel Hazanavicius. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Donc la plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius se passe pendant la Shoah, et le film nous raconte l'histoire d'un couple de bûcherons polonais qui recueillent un bébé jeté d'un train de déportés, Rita. C'est ça, mais c'est beaucoup plus subtil au départ. C'est-à-dire que c'est un film que si tu as moins de 8 ans, tu ne comprends pas exactement le contexte historique. Tu comprends on dit les sans-cœurs. Voilà, les Juifs sont en fait appelés les sans-cœurs. Le seul moment où on finit, où il y a une vraie mention directe dont est le propos du film, c'est il y a un moment, il y a une couverture qui rappelle très clairement des signes religieux, on va dire. Mais à part ça, donc ça c'est les sans-cœurs qui sont censés être des gens qui n'ont pas de cœur, et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Et les trains, on ne sait pas exactement vers où ils vont, mais ils passent par une forêt où habite un couple de bûcherons qui n'a pas réussi à avoir d'enfants visiblement. Il y en a eu un, mais l'enfant est mort, c'est ça le... Voilà. En tout cas qui est un couple en deuil, qui est un peu âgé. C'est un film très taiseux en fait, parce qu'il y a une narration faite par Jean-Louis Trintignant, qui est, je crois, le dernier crédit film qu'il a avant de mourir. Qui a une très belle narration. Pour le coup, je suis pas du tout fan habituellement des films qui travaillent sur la voix off, mais là il y a un vrai truc justement sur la voix off, d'avoir choisi cette voix en particulier pour raconter ça. C'est, je trouve, un film très mignon, très doux, qui est pour moi un film pour les enfants, malgré une séquence extrêmement traumatique qui m'a fait très peur, honnêtement. Mais je dis ça parce que j'ai pas réussi en tant que public adulte à y voir quelque chose de... On cherche pas quelque chose de nouveau sur ce sujet. Enfin, c'est un sujet évidemment très difficile à contextualiser dans le cinéma, mais je ne sais pas si j'ai vu quelque chose qui valait la peine de faire les 15 ans de production, je sais plus combien, qui ont eu lieu. C'est un film qui a été très compliqué. C'est un film de cœur pour Hazanavicius, que je comprends. Pas 15, parce que la nouvelle date de 2019. Donc, ah bon, bah alors pas 15. Non, mais ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent dessus. En tout cas, c'est pour un film d'animation et vraiment pas si... Mais je crois qu'ils ont duré, par exemple, un des personnages était joué par Gérard Depardieu, ils ont enregistré les voix. Enfin, c'est un très beau film, vraiment, je le recommande, mais je ne sais pas... En fait, je l'ai vu au moment de Cannes et je ne l'ai pas revu depuis, et je l'ai déjà un peu oublié, à part la séquence qui m'a traumatisée, dont on ne spoilera pas, mais qui m'a vraiment fait très peur. À part ça, j'en retiens une des scènes finales d'une très grande beauté et une belle animation et une belle voix off, quoi. Je sais pas pourquoi, en fait, vu ce que je dis, ça devrait être un super chef-d'œuvre, comment je le décris. Je sais pas ce qui a fait que j'ai pas été... Il y a un truc d'émotion qui est un petit peu... alors que c'est très émouvant, enfin, vu le sujet, c'est difficile de ne pas l'être. Mais c'est peut-être c'est là où le bas blesse. Je vois Valentin faire des petites têtes. Moi, je vois surtout Yuri, je me pose la question, puisque c'est de l'animation. Est-ce que toi aussi, tu as eu un petit frein émotionnel, étant donné que je sais que c'est ton petit souci souvent avec l'animation? Alors... figure-toi qu'il n'y a pas de bouche triangle comme dans les animés. Pardon, je vais me faire déchirer. Les animés japonais, là, tu parles? On va parler de Cat Eyes tout à l'heure, mais... Non, mais je réglerai ton compte. C'est évidemment du troll. Non, ce que je veux dire... Moi, je trouve qu'en fait, un des vrais points forts du film, c'est sa patte graphique, en réalité, parce que Michel Hazanavicius a dessiné tous les personnages. Et c'est assez rare qu'un réalisateur de films d'animation s'attache lui-même à dessiner. En fait, c'est assez rare. Il vient pas de l'animation au départ. Non, mais il vient des arts plastiques, et il vient en tout cas d'un rapport en tout cas très visuel et très pratique à la fabrication d'images. Et du coup, je trouve que on sent qu'il adore manipuler ça, et c'est un très bel artisan. Enfin, ça a toujours été un bel artisan du cinéma. Hazanavicius, quand il fait des pastiches, en fait, il arrive à recréer des choses de manière très précise. Il a toujours un peu eu de mal à se forger une veine plus personnelle. Et tu veux dire que ces OSS sont plus réussis que la classe américaine et la classe américaine? Et en fait, la classe américaine, OSS, et le Redoutable sont tous des films qui pastichent, tous des films qui s'approprient des codes pour les détourner, etc. Ce qui est d'ailleurs, par ailleurs, c'est pas du tout un truc que je lui reproche. Moi, j'adore ces films-là. Mais ces films un peu plus personnels, ils ont toujours eu, je trouve, du mal à trouver une patte vraiment distinctive. On savait pas trop où était son regard. Et là, à la fois à travers le fait de dessiner lui-même, donc de donner cette espèce d'esthétique très d'estampe japonaise parfois sur les tableaux. Moi, je trouve qu'il y a un travail de la lumière qui est absolument magnifique dans le film, et justement de couleurs assez délavées, et les personnages ont des traits très tirés, très marqués, qui ont vraiment une vraie cohérence esthétique, et justement une question de point de vue, parce que moi c'est ça qui m'a
vraiment interpellé dans le film. Et en fait, moi, je suis un peu comme toi, Rita. En sortant, je ne savais pas ce que je ressentais exactement. Vous avez une espèce d'enthousiasme en demi-teinte qui est Mais très étonnant. parce qu'en fait, je trouve le film techniquement magnifique. Je trouve qu'il y a des moments d'émotion incroyables. Je trouve que parfois le film fait des choix qui m'ont interpellé. Je dis pas que c'est des bons ou des mauvais. En fait, je n'arrive pas à faire ma religion là-dessus, dans le sens où, en fait, à la fin, je ne sais plus de qui est vraiment de quel point de vue est vraiment situé ce récit. Et je crois que le film me dit à la fin de quel point de vue il est situé. Je vais pas spoiler de quel point de vue il est. Et je trouve que cette lecture-là rend tout ce qu'il y a avant absolument, horriblement triste, quoi. C'est-à-dire que en fait, parce que pour moi, le plan où un personnage récupère un magazine et voit une photo, moi, ça me fait lire tout ce qui vient avant comme étant en réalité juste ce qu'il s'imagine à ce moment-là. Et en fait, moi, me projeter à ce moment-là dans cette perspective, moi, ça m'a défoncé la gueule. C'est-à-dire que j'étais là, genre, mais en fait... mais ces dernières scènes se font pleurer. En fait, c'est horrible. Et en même temps, il enchaîne sur une chanson en yiddish un peu fun. Donc, je ne sais pas exactement sur quel pied danser là-dessus, mais je pense que c'est sa volonté, je pense que c'était ça. Et du coup, ça fait qu'il y a des moments avant, avec de la narration, de la voix off, du conte, machin, que moi, je trouve un peu pâteau, de vieille bûcheronne, patati patata. Le roman dont c'est adapté de Jean-Claude Grimbert est sous-titré comme un conte. Mais c'est un conte. Et maintenant, moi, l'aspect conte, j'y crois un peu moins. Il me sort un peu plus du film. Et surtout que le film fait quand même le choix d'avoir très très peu de dialogue. Il y a, je pense, 10 minutes de dialogue à tout péter sur 1h30 de film. Flo 2. Valentin, est-ce que tu rejoins cet enthousiasme en demi-teinte pour la plus précieuse des marchandises ? Oui, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où... je pense que le film, tu peux pas en sortir en étant à la fois... Enfin, tu peux pas être pleinement sincère dans ton ressenti. Il y a quelque chose de très insidieux dans la manière... En fait, je pense que ça tient au fait qu'il est un peu écrasé par son sujet dans la deuxième partie. Effectivement, tu as cette espèce de dialectique entre la forme du conte qui est hyper intéressante et le fait d'un côté... Et qui est un peu légère, qui t'invite à une sorte de... Même si les contes peuvent être extrêmement cruels et c'est même un peu dans leur ADN de donner des leçons de morale sur le danger de la vie via des événements tout à fait enfantins et sincères. Mais là, je pense qu'il y a un espèce de problème dans le film où il est très léger au début, en tout cas relativement léger, justement, ce que tu dis, le bûcheron. Et moi, j'aime bien cette ambiance-là, j'aime bien cette espèce très sincère du conte. Et à un moment, il arrive en fait sur les camps de concentration. Et vraiment, du coup, il filme les camps, il filme des gens qui portent des cadavres, il filme une séquence, effectivement, qui est... Et là, du coup, je me suis posé la question, déjà, effectivement, de la recevabilité du film, parce que je montre clairement pas ça à un enfant. Enfin, c'est pour impossible. décrire sans spoiler, c'est un peu le cri de Munch, mais... Oui, c'est ça. Ouais. Il stylise des choses qu'on a déjà vues. Voilà. C'est-à-dire qu'il stylise ce qu'on a vu de Landsman, quoi, par exemple, dans la représentation des corps, etc. Quoi. Donc c'est particulier. Et puis en plus, il prend zéro pincette sur la représentation. On en a parlé plein de fois. C'est un sujet, c'est un serpent de mer, mais il y va vraiment frontalement. Il représente tout. Enfin, donc je me pose un peu la question de savoir à quel moment le film fonctionne. Et je suis d'accord avec toi sur la question du point de vue, parce que du coup, apparaît un personnage qui nous paraît être important et dont on comprend qu'en fait, il est central en définitive, mais qui en fait n'est pas là pendant l'essentiel du film. Donc du coup, il y a un problème d'attachement. Ouais. C'est-à-dire à qui je me rattache. Est-ce que c'est aux parents ? Est-ce que c'est à cette petite fille ? Est-ce que c'est à ce personnage qu'on nous fait apparaître petit à petit ? Du coup, je sors du film en me disant, je suis effectivement un peu saisi, et en même temps, je me sens un peu écrasé par le sujet, je me sens un peu perturbé par la manière dont c'est amené, donc je peux pas en fait apprécier la pleine candeur de la chose. Je pense s'il était resté dans son syndrome Goodbye Lenin jusqu'au bout, en fait, on raconte vraiment ça avec un conte et sans jamais dire de quoi on parle, ça aurait potentiellement pu avoir une portée plus universelle et plus forte. Mais je suis pas loin de penser ça, mais il y a vraiment ce moment où enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'ai envie de spoiler là. J'ai envie de spoiler. Donc, tu tournes autour. Dans le cas, c'est une fable. C'est pas avancez de 2 minutes et vous reviendrez nous écouter. Non, mais il y a un côté où, en fait, le père de cet enfant revient. Le père biologique de cet enfant revient à la fin. Et il a survécu. Il a survécu et il découvre sur la couverture d'un magazine que celle qu'il pense être sa fille est une espèce de paysanne méritante du komsomol polonais. Et en fait, l'histoire, moi c'est comme ça que j'ai interprété cette scène, l'histoire de cette petite fille rejoint celle qu'il s'imagine en fait qui aurait pu avoir lieu quand il a en fait sauvé la vie ou pas, quand il a jeté son bébé par la fenêtre du train. Et du coup, il y a un truc où moi, je ne sais pas à ce moment si tout ce qui est arrivé avant a vraiment eu lieu, ou si c'est cet homme qui dans son malheur, moi je trouve que la séquence où il reprend le train à la fin, toute cette fin, elle m'a vraiment laminé la tronche. Et le moment où en fait il comprend ça et
et on se dit mais en fait c'est peut-être pas vraiment elle, et qu'en fait peut-être tout ça n'est qu'une construction de son esprit pour se dire finalement peut-être elle a survécu. Et je trouve juste cette noirceur finale assez... Enfin moi elle m'a bouleversé et en fait c'est ça que je retiens. Mais je suis d'accord que tout le reste, je me dis mais attends, mais dans quel film on est quoi, dans quel registre on est, est-ce qu'on est dans le conte ou est-ce qu'on est dans un truc, dans le fils de Saul quoi. Donc il y a un truc où on sait jamais vraiment. Je pense qu'il y a aussi, enfin moi je l'ai pas du tout interprété comme ça. Je me suis dit c'est peut-être pas vraiment sa fille parce qu'effectivement elle est grande, donc c'était un bébé quand il l'a laissé, il peut pas vraiment savoir. Moi je l'ai surtout interprété comme Hazanavicius qui dit on vivra toujours et il faut garder un espoir parce que c'est pas possible sinon de nous laisser avec les images sur lesquelles il nous a laissé avant. Je pense que c'est plus, alors, je vois la noirceur que tu y lis, mais moi je voyais vraiment ça comme un truc de ils peuvent nous appeler les sans-cœurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous exterminer, on restera. Je pense que c'est surtout, parce que sinon qu'est-ce qui reste, sinon tu fais même plus de l'art sur ce sujet-là. Mais sur la représentation des camps, je trouve que l'animation est en fait un bon détour, parce que je trouve qu'il y a un côté où les corps tels qu'ils sont représentés, en fait aucun acteur réel ne pourrait montrer ça. Oui, bien sûr. Ce que tu racontes, c'est marrant parce que moi je vois un parallèle avec Valsek Bashir qui traitait par l'animation comme ça. Et pour le coup, quand on arrivait dans les camps, alors c'était pas la Seconde Guerre mondiale, on était sur un bien autre contexte, mais quand on arrivait dans les camps à la fin, justement, on switchait sur le documentaire et qui était pareil, un espèce de choc final qui m'avait beaucoup interpellé dans cette question de la représentation. Qu'on ne tranchera pas ce soir. Mais je pense que effectivement ça fait partie du projet qu'il a voulu avoir, c'est-à-dire l'idée de dire en fait je vais absolument montrer ça et comment est-ce que je peux y parvenir, c'est aussi par ce truchement-là, il s'est senti autorisé peut-être à le faire et je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose d'y être allé de manière aussi frontale, moi à titre personnel. Je pense effectivement ça se pose. Ça m'a vraiment retenu de pleinement m'impliquer dans le film parce que du coup de fait c'est difficile de s'attacher à un personnage qui est de fait en train de survivre dans un camp d'extermination quoi, c'est un peu particulier quoi. Ouais. Écoutez, on va surtout n'emmenez pas vos enfants si c'est la question. Mais je sais pas. Non. Ah non mais moi les scènes du camp, elles m'ont traumatisé. Oui, quoi. mais en fait quand t'es à l'école, moi il y a une partie de moi qui me dit que quand j'étais en 6e et qu'on a fait cette partie-là de l'histoire, les mots étaient tout aussi violents, tu vois. Après en 6e t'as 11 ans, t'es un enfant slash préado. Oui, d'accord, pas un enfant, un collégien. Voilà. Un collégien complètement, mais oui, pas un enfant de 6 ans. Un enfant c'est hard. Ouais. Voilà, on a déjà recommandé Flo, on va pas non plus traumatiser tous les enfants de France avec nos recommandations. On quitte la neige polonaise pour le soleil de Fréjus. On va parler de Diamant Brut, le premier film d'Agathe Ridinger. Coucou mes bébés, grâce à l'émission vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche on va la faire ensemble. Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ? Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ? Donc on l'entend dans cette bande-annonce, c'est l'histoire de Liane qui a 19 ans et qui rêve absolument de faire de la télé-réalité pour devenir quelqu'un et aussi être aimée. Et son rêve pourrait peut-être se réaliser puisqu'elle est retenue pour une nouvelle phase de casting dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Miracle Island, Félix. Ouais, et elle veut devenir influenceuse en fait. En vrai, c'est le mot qui est prononcé plein de fois. La télé-réalité sert à ça aujourd'hui. Exactement, voilà, et c'est pour ça que le film essaye de s'inscrire dans un truc très moderne là-dessus et finit par ne pas traiter son sujet, mais j'y reviendrai. Je trouve que c'est probablement ce qui peut se faire entre guillemets de mieux dans le cinéma français par moment quand même dans le rater son sujet mais faire pas un trop mauvais film. En fait, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont intéressants. C'est juste que je pense qu'elle veut parler de plein de trucs et que en fait sa caméra se focalise quand même sur certains trucs et pas d'autres, et notamment sur la gestion du corps. Je trouve que là où le film fonctionne, et même d'un point de vue de mise en scène, et on tombe pas dans les gimmicks français un peu à deux balles, des caméras à épaules et autres, parce qu'on n'a pas d'idée pour filmer les scènes, en fait je trouve que justement il y a certains moments où on prend du recul, on filme l'environnement, on filme un corps dans un environnement, on le recontextualise, et c'est intéressant parce que c'est tout l'intérêt du personnage. C'est l'essence même du personnage, cette espèce de fille qui en fait s'apprête, mais d'une manière presque violente en fait, je trouve, dans sa manière de se maquiller, dans sa manière de s'habiller. Tu sens qu'il y a une espèce d'armure, de protection vis-à-vis justement de la vie, l'environnement quand potentiellement elle est amenée à sortir. Et ça, je trouve que c'est super fort, ça marche bien. Et déjà en termes de mise en scène vis-à-vis justement du spectateur, mais aussi pour dresser ce portrait justement de personnage que je trouve d'ailleurs assez bien écrit en fait et très bien interprété par l'actrice Malou Kebisi, je crois. Merci. Et d'ailleurs je salue également
son compagnon justement de jeu, qui est un espèce d'Alexis Minnelli qui a rajeuni parce qu'il joue littéralement le frère d'Alexis Minnelli, et je trouve que la ressemblance est assez dingue, genre vraiment au début j'ai cru le voir. Bref, tu parles d'Alexis Mananti. Mananti, pardon, pas du tout. Oui, mais c'est qui Alexis Minnelli? Personne ne le connaît. Personne. J'invente cette personne. Allez, très bien. Bref. Est-ce qu'il est avec nous dans la pièce en ce moment? donc je trouve vraiment ce duo de comédiens hyper chouette. Et d'ailleurs, il y a une espèce de romance entre les deux qui est très adolescente et que je trouve assez chouette, bien représentée. Même si évidemment, on peut pas échapper au fameux plan où ils se tiennent par la main et ils courent ensemble sur la musique parce que visiblement c'est comme ça qu'on s'aime au cinéma. Donc voilà, ça je trouve que c'était assez chouette. Après, tout ce qui est justement les réseaux sociaux et tout le délire d'influence, en fait, je trouve qu'il est pas du tout représenté, et il est même littéralement hors champ. Je pense que c'est un parti pris parce que la réalisatrice justement nous écrit textuellement par moments des commentaires d'une manière très clipesque, et je pense que du coup on va y revenir, je vais peut-être laisser Yuri en parler, qui moi personnellement m'a un peu plus dérangé, que je trouve pour le coup assez hors sujet, même vis-à-vis du milieu social en fait dans lequel évolue justement l'intrigue et le perso. Alors avant de revenir effectivement sur la représentation des réseaux sociaux dans Diamant Brut, Yuri, c'est un premier long métrage, et il y a eu un court métrage d'abord de cette même réalisatrice qui s'appelle J'attends Jupiter, et qui vraisemblablement était l'espèce de court-métrage qui a mené à ce long-métrage. C'était une sorte de prequel. Est-ce que les défauts que Félix mentionne, c'est des défauts classiques de premier long-métrage? Non, je suis assez d'accord que le film est intéressant. En fait, il est en effet intéressant pour le portrait qu'il fait. Je vais citer le nom du comédien dont tu parles, Félix, parce qu'il est excellent. En effet, il s'appelle Idriss Azougli. Ça fait quelques années déjà qu'il joue. Il était notamment dans un téléfilm France 2 sur la prostitution des mineurs, il était super aussi dans ce film-là. Je ne me souviens malheureusement plus du titre, mais vous pouvez le retrouver si vous voulez. En fait, moi, je trouve que le film passe à côté de son sujet formellement, en réalité, parce que c'est filmé comme n'importe quel film indépendant américain, dans le sens où c'est en format carré, en pellicule 16 mm et tout, et je trouve que là où le film échoue dans son projet, parce que toutes les qualités que tu as citées, je suis d'accord avec elle, et il me semble que Manon et Imen ont vu le film aussi, et on pense à peu près globalement tout ce que tu viens de dire. Et là où le film formellement pour moi passe à côté de son sujet, c'est qu'en fait cette image en pellicule avec du grain ne correspond en rien au fantasme de la protagoniste. Et donc il y a un côté du coup très... Je suis une réalisatrice indépendante qui va filmer un film d'auteur, je le filme en format carré. Ça pourrait être un effet d'opposition choisi. Hein. Peut-être. Moi, en tout cas, je trouve que ça dessert en réalité la thématique du film, parce que l'image dans laquelle elle vit, en fait, son fantasme d'imaginaire, il ne ressemble pas à ça. C'est filmé comme Anora, en fait. C'est un peu filmé comme Anora. C'est un film avec lequel je pense qu'il y a pas mal de parallèles à tirer. Mais dans tous les cas, il y a un côté où moi, je trouvais que ce choix formel... En réalité, était pas adapté au sujet, parce que non, en fait, limite, elle aurait fait le film en format vertical. J'aurais trouvé ça plus cohérent, parce que je trouve qu'il y a un truc où c'est beaucoup plus ces images-là qui racontent aujourd'hui notre rapport au monde. C'est beaucoup plus ces images-là qui racontent le rapport au monde de ces personnages, le fantasme que se font de ces personnages du monde réel. Et du coup, pour moi, ce choix très auteuriste, en fait dessert pour moi la puissance qu'aurait pu avoir le film. Mais surtout, et je te rebondis, je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, le format carré, c'est pas adapté pour filmer l'environnement. Or, toute la question du film, c'est quand même cette personne qui justement s'habille d'une certaine manière et qui essaye quelque part de trouver une place pour son corps dans un espace. Donc c'est complètement presque absurde de l'enfermer dans un format carré qui est juste là pour filmer des visages. Et d'ailleurs, en fait, c'était ça dont je parlais dans le côté très gimmicky film français. Il y a quand même effectivement 50% du film qui est filmé de cette manière et qui n'a aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs ces passages-là qui aussi ont un côté hyper... prolo-porn presque, parce que évidemment elle vient justement de quartier défavorisé, et il y a évidemment des problèmes avec sa mère, évidemment ça se crie dessus parce que les gens sont incapables de communiquer autrement que par cri visiblement, dans le cinéma français, parce que c'est la passion de la famille, tu comprends, et en fait tout ça, moi je trouve que vraiment ça ne sert à rien, ça dessert presque le propos, et effectivement d'avoir cette forme là qui est quand même une forme de film féministe, disons les termes, qui du coup est un truc très une institution
assez bourgeoise, filmer justement des personnages qui viennent pas du tout de cette manière, enfin de ce milieu-là. Il y a un côté, je vois pas en fait l'intérêt, je trouve qu'il y a pas de choc justement esthétique qui est procuré, au contraire, j'ai plus l'impression qu'il y a presque une forme d'opportunisme en fait dans le traitement du sujet, dans le traitement du milieu justement social qui est représenté, parce que la forme est pas du tout en adéquation effectivement comme tu disais. Alors je sais pas d'où vient la réalisatrice, mais effectivement c'est visiblement un milieu qui lui tient à peu près à cœur puisqu'elle avait déjà réalisé un premier court-métrage dans cet environnement. Mais je pense qu'encore une fois c'est pas un choix qui est complètement en fait c'est pas moche à regarder. Je trouve qu'en fait je pense que ce qu'on essaie de décrire, c'est pourquoi le film n'arrive pas à atteindre sujet via la forme. Ouais, voilà, à atteindre un truc qui en fait aurait pu être génial. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être ça, c'est qu'on se dit il loupe la marche d'avoir vraiment fait un truc vertigineux sur le rapport à soi-même, le rapport à l'image, en effet tout ce que tu racontes sur l'environnement, sur cette espèce de décalage total. Et en fait, s'il avait même fait un peu plus de contraste entre les formes très très numériques, très iPhone, très tu sais, les lumières LED là que tu te mets pour avoir une belle tête quand tu fais des TikTok. En fait, tout ça, vraiment on dirait un vieux daron qui parle, c'est horrible. Ridley Scott quoi. Mais du coup en fait ça, en contraste avec une autre image, ça aurait peut-être créé un truc qui était plus puissant. Là, j'ai un peu l'impression d'avoir vu un film sur ce sujet et pas le film qui aurait dû exister sur ce sujet. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, non mais complètement, et surtout je trouve que justement toute la partie numérique, non seulement on le voit, enfin je veux dire on le voit pas visuellement, mais c'est aussi complètement absent du scénario, c'est-à-dire que en fait elle en fait pas grand-chose, si ce n'est faire miroiter un rêve mais qui pourrait être remplacé par n'importe quoi en fait au fond. Ouais. C'est pas, il y a pas un truc spécifique au côté numérique, influenceur, etc. La manière dont elle gagne des followers est très mécanique dans le scénario. Bien sûr. C'est très, et tu les vois pas ces followers là. Et que nous on sait qu'avec 8 likes sur Apple Podcast. Non mais je veux dire en plus effectivement avoir des followers c'est très compliqué, normalement tu dois être amené à faire des choses pour, là il y a une espèce de facilité et surtout c'est juste un nombre qu'elle dit par moment au détour de certaines phrases, de certains dialogues, mais à aucun moment encore une fois vraiment ces interactions avec sa communauté nous est montré. Les seuls moments où ils existent c'est justement à travers des textes sur l'écran qui reprennent vaguement des phrases, mais je veux dire cette personne n'a jamais été sur les réseaux sociaux parce que personne ne parle comme les phrases qui sont marquées sur l'écran, c'est clairement après c'est un peu écrit comme de l'évangile, il y a un côté un peu religieux et c'est là-dedans qu'on tombe quand même dans un truc archi bourgeois branlette à 2 balles quoi, parce que je suis sûr qu'elle se persuade de faire de l'art quand elle fait ça alors qu'en fait ça ne sert à rien. Enfin je veux dire vraiment en vrai non mais il y a vraiment une espèce de il y a un parti, c'est un espèce de faux parti pris esthétique qui ne renseigne rien sur le personnage, qui ne t'apporte aucune émotion, parce qu'en plus c'est souligné avec une musique, je sais pas ce que t'en penses, mais insupportable de violoncelle, un truc hyper sérieux machin, alors que t'as envie d'avoir autre chose, quelque chose de plus frais. Quelqu'un se souvient que Félix a dit que c'était quand même genre le haut du panier de ce style de film. Non mais parce qu'il y a quand même là j'exagère, je veux dire j'ai pas envie de faire un procès d'intention non plus à la réalisatrice, mais il y a quand même 50% du film que je trouve vraiment cool. Il y a quand même 50 autres % du film que je trouve assez hors sujet et même assez embêtant dans sa représentation et dans ses gimmicks de vouloir à tout prix quelque part ressembler à une espèce de forme qui est déjà établie, fait autre chose, qui est très dominante en fait, qui est très dominante. Voilà, et t'as un personnage qui est frais, qui est très peu représenté dans le cinéma français. Pourquoi ton film il ressemble à tous les autres films français? C'est là qu'il y a un problème je trouve. Donc voilà, mais 50% du film. Bon très bien, on recommande 50% de ce diamant brut qui a du coup un peu perdu de sa valeur, tu vois, le diamant. Voilà, tu t'endors 5 minutes, tu te réveilles, etc. Est-ce que du coup tu peux payer ta place plutôt 7,75 €? Ce soir, pour notre focus, alors déjà on va mettre notre jingle que j'aime. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurret. Monsieur McBurret qui est l'aviateur anglais. Voilà. Je suis vraiment comme une enfant à chaque fois quand on lance ces petits jingles. Le focus de ce soir, on va vous parler donc d'Hippocrate, la saison 3 de la série créée par Thomas Lilti qui est disponible sur Canal+. Enfin, les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Canal+. Et on va en profiter pour aborder les séries médicales et surtout comment expliquer le succès de ces séries médicales. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette première saison, troisième saison d'Hippocrate, qui globalement reprend le même concept que les 2 précédentes saisons d'Hippocrate, si ce n'est que cette fois-ci, on n'a ni une épidémie, ni une inondation, il s'en passe des choses dans cet hôpital, mais une clinique clandestine qui voit le jour dans les souterrains globalement de l'hôpital, puisque l'hôpital est tellement en pénurie de tout que les patients ne peuvent plus être soignés, ils doivent à chaque fois renvoyer les gens chez eux et donc nos héros décident de soigner clandestinement un certain nombre de patients. Laurent, tu as vu les 3 premiers épisodes de cette 3e saison. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ?
En fait, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est plutôt une déception. C'est-à-dire que cette 3e saison est quand même plutôt moins bien faite que les 2 premières, qui étaient assez brillantes en réalité, vraiment très bien pensées. La très 2 bien particulièrement. construite. La 2 particulièrement. Mais il y avait vraiment une manière très intelligente de prendre le monde médical et de parler du monde médical et de comment ça fonctionne, d'essayer de le faire fonctionner via des personnages, des intrigues, etc. Bon, on avait vraiment probablement une des meilleures séries françaises et c'était vraiment extrêmement bien fait. Là, on sent qu'en fait, ils perdent un peu... ils ont un peu de mal à trouver surtout un nouvel angle d'attaque qui leur permettrait de remettre tout ce beau monde et spectateurs dans le bain, dans le bouillon même presque, en fait, du bordel constant des urgences et de l'hôpital, avec pour un objectif qui, à mon avis, est un peu différent et qui, de ce point de vue, est pas trop mal réussi pour le moment, qui est de montrer vraiment l'effondrement, la décrépitude du système qui vraiment s'effondre. Et je trouve ça, pour le coup, est montré de manière vraiment très intelligente, parce que on imagine que les effondrements, c'est drastique et violent et que d'un coup, tout s'arrête, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. On voit que ça se délite petit à petit, que les trucs marchent pas, qu'en fait ils essayent de faire en sorte de tenir un truc qui arrive pas à tenir et que globalement le truc se pète la gueule de lui-même. Il y a quelque chose d'assez bien fait là-dedans, mais malheureusement je trouve que ça marche pas super bien, parce que c'est un peu ce que tu disais, je pense que tu as raison, c'est ce qui était hors contexte, enfin hors champ. Tu me cites hors antenne. Je te cite hors antenne parce que je me demandais à quel moment j'avais dit ça dans l'émission. De respect, plus de 20%. Plus rien à foutre, mais ce qui était montré de façon. Parce que nous aussi, on est dans la déglingue, dans la décadence. Voilà, ce qui était vraiment dans le sous-texte et ce qui était est montré de manière plus frontale maintenant, parce que manifestement, en fait, il n'a pas d'autre idée que de parler de ce sujet-là dans l'hôpital, plutôt que d'essayer de faire autre chose qui va nous amener à parler de ça via une manière détournée. Ce qui est un peu dommage, parce que en fait, justement, tout l'intérêt de la fiction, c'est de prendre un peu du recul et de parler de ça un peu différemment. Mais ça reste quand même honnête, mais vraiment tellement moins bien que... Alors, pour moi, j'ai un peu plus de mal. Non, mais oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette nouvelle saison, quand même, au tout début, on retrouve le personnage d'Alice Belaïdi qui est devenue SOS médecin. Et pour le coup, le premier épisode nous raconte le parcours, en fait, d'un patient qu'elle prend en charge, qu'on peut pas emmener aux urgences parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, le parcours de ce personnage jusqu'à, c'est un mini-spoiler, c'est la fin du premier épisode, jusqu'à la mort de ce patient, faute de prise en charge correcte. Mais effectivement, et Romane, je sais pas si tu me rejoins, moi l'impression que j'ai eu vraiment en regardant cette 3e saison, c'est que d'un coup, effectivement, ce qui était un peu souterrain dans les intrigues, et moi j'ai l'impression que c'était quand même très très clair, hein, le constat qui dressait dans les 2 premières saisons, mais c'était toujours effectivement via des intrigues, des personnages, etc. Et que là, d'un coup, on va dire, le discours politique est au premier plan, quoi. Ce que je veux dire, c'est que dans les premières saisons, tu vois que c'est la merde, mais ça tient parce que les gens sont chauds. Dans la 3e saison, tu vois que en fait, ça se pète la gueule petit à petit, quoi. Qu'il y a vraiment un truc d'effondrement vraiment que je trouve assez bien. Ouais, moi je vais être un peu plus dur que toi, Laurent, parce que déjà parce que je suis une fan inconditionnelle des 2 premières saisons, donc je pense que j'en attendais beaucoup, aussi parce que ça fait 4 ans qu'on attend, donc je trouve que de délivrer une série qui est aussi, enfin une saison pardon, qui est déjà 4 ans, qui est vraiment, ouais, c'est déjà énorme, 3 ans et demi pour être précise, mais en effet c'est vraiment. Tu as compté les jours sur mon petit calendrier, mon petit carnet, c'est pathétique. Non, mais en fait c'est vraiment juste un effet de désincarnation que je trouve que c'est pas du tout ancré, ça manque énormément de chair, et c'est ce que tu disais, Laurent, en fait, c'est que peut-être que c'était déjà montré dans les deux premières saisons et qu'il y avait cette espèce d'effet qui était déjà présent, mais dans la 3e saison, moi je m'attends du coup à voir pas que l'hôpital qui est fatigué et qui marche plus, d'avoir aussi les personnages qui sont fatigués, qui marchent plus. Ici en fait ils sont encore complètement fonctionnels. Ils sont même plus fonctionnels que dans la saison 2 qui parlait du mal-être des soignants. Complètement, et d'ailleurs Thomas Lilti dit qu'il écrit sur la désobéissance civile pour parler donc de cette 3e saison comme thématique principale. Moi je trouve que c'est vraiment c'est présent, mais ça laisse complètement de côté en fait toutes les intrigues des personnages, toutes les caractéristiques et toute leur trajectoire, parce que franchement si on regarde ces 3 premiers épisodes de saison, les personnages sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a ils ont rétropédalé complètement. Le couple Alison, c'est la vicose qui se fait qui pleure quand il y a un problème et qui sait pas faire et qui appelle au secours. C'est dur sur ce personnage. Mais moi je l'adore, c'est mon personnage. C'est pas une vicose, Alison. En tout cas elle est montrée comme telle en permanence. Non, elle se fait engueuler par Brun en permanence. Elle se fait engueuler, mais elle relève toujours la tête. Elle appelle au secours, elle a des hématomes, bref c'est vraiment genre elle s'en prend plein la gueule, moi je trouve, dans cette série, alors qu'au contraire je trouve que c'est la plus humaine, c'est probablement le personnage le plus intéressant pour moi de Alison, qui est incarnée par Alice Belaïdi. Oui, voilà,
Chloé qui encore, on a compris qu'elle était froide et voilà et qu'elle n'était pas aimée des autres personnes. On a, en fait, tout le monde vraiment reste dans cette espèce d'archétype, de stéréotype qui était déjà présent dans les 2 premières saisons. Donc vraiment, moi, à partir du moment où t'as une série médicale qui raconte pas le personnel médical et qui raconte pas non plus forcément les patients, je me demande juste ce qui reste en fait, à part effectivement cette espèce de propos politique de dire c'est de la désobéissance civile, très intéressant, mais il faut me raconter autre chose, quoi. Bon, on attendra peut-être de voir les 7... Non, il y a combien d'épisodes en tout? Les 5 épisodes Oui, parce que suivants. sinon, on va encore recevoir du courrier de gens qui nous disent qu'on regarde pas les séries en entier. Ouais, mais on regarde ce qui est disponible. Oui, et puis pour le moment, juste pour finir, je trouve qu'il y a un truc aussi, ce qui faisait la force d'Hippocrate, à mon sens, c'était le côté réaliste. On va revenir dessus sûrement quand on parlera du focus, mais c'est vrai que là, je trouve que ces 3 premiers épisodes, je ne les trouve pas crédibles du tout. Il y a un truc qui sonne faux à beaucoup de moments. Mais moi, je pense que c'est un truc, c'est très artificiel dans la mécanique. C'est-à-dire, notamment dans le premier épisode, alors, je crois que c'est une très bonne idée de retrouver effectivement Allison dans ce contexte SOS médecin. La manière dont on va relier ensuite tous les autres personnages pour les faire revenir autour de cette intrigue, j'ai vraiment, genre ils se téléphonent, tout le monde est là. C'était déjà un peu comme ça. Déjà dans la saison 2, c'était un peu YOLO. Non, mais la saison 2, il y a le truc YOLO de Arben. Là, c'est tous les personnages qui reviennent. La saison 2, il y a un gros acte manqué qui est ce qu'ils font du personnage d'Arben. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Karim Leclou et que c'est clairement mon personnage préféré dans la saison 1, qui est un peu ramené au centre d'une manière un peu artificielle de nouveau. Mais là, ça clignote vraiment. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on se demande si ce qui se passe devrait pouvoir arriver. Enfin, c'est tellement un peu n'importe quoi où on a l'impression qu'ils peuvent ouvrir, fermer des services, qu'ils peuvent mais je pense que, moi, ça reste, j'imagine, quand même très documenté. Thomas Lilti le dit quand même. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Et la réalité, c'est que je vais regarder la fin des épisodes. Enfin, je vais regarder évidemment. la fin des mais oui. Donc on reste quand même. La fin de l'épisode 3, je trouve, annonce peut-être un peu plus d'espoir. Voilà. Moi, je trouve que ça monte en puissance. Ça monte un peu en puissance. Donc faut quand même être honnête. Ça reste pour le moment plutôt le haut des paniers de la série française, même, très clairement. C'est juste qu'en fait, c'est un peu décevant par rapport à la vraie grosse réussite qui étaient les 2 premières saisons. Et par ailleurs, Thomas Lilti apparemment a écrit cette saison tout seul et donc c'est séparé des autres scénaristes avec lesquels ils écrivent. Peut-être aussi est-ce une raison pour laquelle peut-être est-ce une raison. Nous ne dirons pas. Oui, honnêtement, je pense que ça fait très clairement partie. Voilà, mais bon. Et puis non, si petit caméo de Vincent Lacoste dans l'épisode 3. Ça, petit spoil. Et il y a William Lake Bill qui fait partie des nouveaux personnages. Bon, on va prendre un peu de recul donc sur ce genre de la série médicale qui est, je pense, après le cop show, la série policière, le genre le plus représenté sur le petit écran. C'est le cas depuis extrêmement longtemps. On va dire les 2 piliers du genre seraient, enfin du drama d'hôpital tel qu'on le dirait, et j'ai un trou, c'est General Hospital, je crois, le titre, voilà, de la série qui a eu la plus longue longévité, ça ne se dit pas, la plus grande longévité sur la télé américaine, et évidemment Urgence. Plus récemment, et encore ça fait 20 ans, il y a eu Grey's Anatomy, qui sont un peu les 3 fondements. Non, mais j'allais dire plus récemment quand même que Urgence et General Hospital. Mais on a tous 2005. grandi avec Grey's Anatomy. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres séries récemment dont on va parler progressivement. Déjà, il y a quelque chose, je pense, on s'est posé la question pourquoi ça fascinait la série médicale. Il y a une des raisons qui nous a semblé assez évidente dès le départ, c'est que le personnage du médecin, c'est une sorte de super-héros sans cap. Je sais qu'il y a par exemple le personnage de George Clooney dans Urgence qui est énormément fasciné. Il y a eu ensuite effectivement des personnages un peu plus, on va dire, ambigus, des anti-héros comme Dr House, mais toujours des personnages absolument fascinants, des sortes de super-héros. Est-ce que c'est une des raisons qui font que les séries médicales sont aussi regardées? Je pense, moi, honnêtement, je pense que cette espèce de figure qui fascine, qui est la figure du médecin, c'est le super-héros humain qu'on n'a pas dans les Marvel, etc. Donc, c'est aussi une forme d'espoir. On a envie d'avoir cette espèce de guide dans la vie, de se dire que si on a un problème, on peut se tourner vers ces gens. Et c'est cette figure, moi, que je trouve particulièrement intéressante parce qu'elle a complètement évolué au fil des années, où on est passé justement d'une espèce de fantasme aussi du médecin qui était complètement... et d'ailleurs, je pense que c'est aussi autre chose qui serait intéressant, plus sociologiquement, mais je pense que les études médicales ont aussi changé par rapport à ça, par rapport à la façon dont on leur apprend la médecine. Alors, il paraît notamment que selon la série médicale du moment, les élèves ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes spécificités. Ce que je trouve assez intéressant, c'est notamment au moment d'Urgence, via le personnage de George Clooney, les gens voulaient tous être urgentistes. Ensuite, donc il y a quand même ça qui joue. Marrant. non mais en vrai c'est marrant. Pour le coup de ce point de vue là c'est marrant. Non en fait moi je pense que au-delà des personnages, parce que évidemment tu l'as dit, la figure du médecin, etc. Il y a un truc qui fonctionne en réalité assez bien dans les séries médicales, c'est que ça permet à moindre frais d'avoir des enjeux de vie ou de mort très forts. J'allais y venir, c'était mon point numéro 2. C'est que en réalité
L'avantage, c'est qu'on peut faire de l'office drama, en fait, avec des gens qui risquent de mourir tout le temps. Et donc, ça rend les choses plus touchantes et de réussir à faire en sorte que le spectateur s'accroche, parce qu'on peut faire des personnages secondaires. Parfois, d'ailleurs, ça s'est vu, même plutôt dans les séries américaines, parce que je sais même pas si on a beaucoup en France, à part genre H, mais où on faisait venir des guests un peu plus prestigieux pour pouvoir faire des personnages médicaux, on peut pouvoir mettre des gens qui sont en situation de vie ou de mort et donc du coup les rendre attachés pour le public. Il y a un truc de mécanique en fait qui est assez évident dans la manière dont c'est fait, qui fait qu'on peut prendre n'importe quelle série médicale et en fait faire en sorte que les gens soient accros parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Est-ce que c'est pour ça que c'est bien ? Je n'irai pas jusque-là. Je pense d'ailleurs qu'on parle du genre de série médicale. À mon avis, ce n'est pas vraiment un genre. Mais bon, on pourra... Je pense qu'on parle de genre... Pardon, je t'ai coupé, mais Rita, c'est mon prénom. Je pense qu'on parle de genre de série médicale parce qu'on imagine tout de suite le drama sur plusieurs saisons. En fait, c'est presque un soap opéra, presque une de telenovela où chaque épisode, on va avoir les dramas et les vies sexuelles des médecins et... je dis ça parce que moi j'ai grandi avec Grey's Anatomy et on va avoir chaque semaine un cas spécifique médical qui va poser problème à un certain médecin avec plus ou moins d'intérêt, de danger et surtout... C'est des séries procédurales comme les séries policières. Exactement, j'allais y venir comme les séries policières, à la différence près que donc tu as parlé des cop shows, moi j'appelle ça de la propaganda, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé pendant le mouvement Black Lives Matter parce que c'est les séries sur les pliques, c'est les plus grandes séries en nombre. Et en nombre de saisons Law aux and États-Unis. Order notamment. Law and Order avec ses 37 spin-offs qui est même donc, si General Hospital est le soap opéra le plus diffusé depuis le plus longtemps ever. Depuis 1963. Comme je l'ai mentionné au début. Et un total de 15 000 épisodes. 15 000 épisodes. Mais en tout cas, les séries de policiers, il y en a énormément. La différence, c'est que le policier, on va soit avoir le mec qui veut vraiment suivre la loi à la lettre, et généralement, on va avoir un autre personnage qui va être le maverick qui fait un peu n'importe quoi, et ça peut créer des dynamiques comme ça. Dans les séries médicales, il y a tellement d'options possibles, de types de médecins qu'on peut avoir. Et moi, ce que j'aimerais juste mentionner avant de revenir sur la question du genre, c'est la question économique des séries médicales, parce que, comme tu l'as dit, c'est des séries qui durent généralement très longtemps, auxquelles les gens, tu peux rajouter des nouveaux médecins, en faire partir d'autres et tout. Et surtout, c'est des séries qui font fonctionner l'industrie de la série aux États-Unis, en tout cas aux États-Unis, de manière hyper importante parce que chaque épisode, comme tu dis, Laurent, t'as des guests, c'est pas forcément des guests connus. Et souvent, tu peux retrouver dans la carrière d'acteurs, ils ont soit fait Law and Order, soit Grey's Anatomy, soit les deux. Soit ils sont revenus, il y en a certains qui ont joué par exemple un personnage en saison 2, ils reviennent en saison 8, ils sont pas le même. Et c'est les séries où en fait, t'as 25 saisons de 25 épisodes par saison qui font bosser les scénaristes, qui font bosser les acteurs qui sont en train d'essayer de monter, qui créent un vrai truc avec qui ont des vues à la télé complètement dingue et qui, malgré les plateformes, c'est parmi les seules séries qui continuent à faire fonctionner la télévision, vraiment télévision. Et moi, je trouve que c'est rien que pour ça, déjà, merci à eux. Et rapidement, moi, j'ai grandi avec Grey's Anatomy et quand j'ai commencé à regarder quand j'avais 10 ans avec ma mère, bien trop tôt, je dois dire que du coup, ça a fait que quand j'avais 13-14 ans et que j'ai découvert le racisme et l'homophobie et tout ça, je ne pensais pas que ça existait parce que cette série m'avait déjà dit que c'était mal. Mais vraiment. Et c'est un truc complètement formateur socialement parce que et même à la dramaturgie, à l'écriture, pour moi, Grey's Anatomy, c'est dans mon panthéon de ma vie parce que j'ai vraiment cru que le monde était beaucoup plus simple qu'il ne l'était, quoi. Non, mais tu sais que ça a joué parce que de la même manière que le personnage de David Palmer, président noir dans 24 heures chrono, a priori quand même joué un rôle dans l'élection de Barack Obama, de la même manière, il y avait une étude qui avait été faite sur le fait que depuis Grey's Anatomy de Shonda Rhimes, le fait d'avoir des personnages de médecins d'origine diverse faisait que quand un patient avait d'un coup un médecin asiatique ou latino qui venait pour s'occuper de lui, au lieu d'avoir un espèce de bug, il le rattache à un personnage en disant c'est comme Christina Yang, et que donc c'est déprimant, c'est déprimant, mais un jour on parlera de l'importance de l'exemple dans la fiction et dans la série télé, et par le cas de The West Wing notamment. Oui, mais voilà, être réaliste c'est bien, mais de temps en temps effectivement aller un petit peu plus loin et c'est important aussi. En fait, comment on dit, être avant-curseur ? Non, précurseur. Merci. Avant-gardiste ou précurseur, t'as fait un mélange des deux. Être avant-curseur sur la société, genre dire oui, il y aura un président noir, deal with it. Oui, ton médecin. Et d'ailleurs, c'est traité dans Grey's Anatomy, il y a plusieurs épisodes où t'as par exemple une personne mormone qui dit non, moi je peux pas avoir un médecin noir, non, je peux pas avoir machin, et c'est passionnant. Enfin, moi vraiment, Grey's Anatomy. Mais c'est juste pour revenir à cette espèce d'arène en fait qui est assez géniale et sacrée, c'est vraiment aussi parce que à la fois c'est un lieu d'émotion comme on le disait avec un enjeu de vie ou de mort, mais aussi parce qu'en effet c'est un reflet de la société où vraiment tout le monde se croise. Enfin il y a quelque chose qui est très c'est là où on parlait du coup de diversité, etc. C'est vraiment un endroit où on peut s'y faire croiser énormément de monde, quoi. On est en train de brasser l'élection tous les... Tu parles de diversité, mais ça permet de... Pardon, désolé, mais tu parles de diversité mais ça parle...
ça parle enfin, on peut parler même de diversité de genre. C'est-à-dire que t'as des H, merci d'y revenir. Scrubs, par exemple, c'est une super série médicale. C'est peut-être ma série médicale préférée. C'est vraiment de la comédie débile, tu vois. Genre, justement. Et c'est de la série médicale très sérieuse. Enfin, c'est-à-dire avec même certains médecins qui pensent que c'était probablement une des séries médicales les plus réalistes qui a été faite à l'époque. Oui, ce qui est assez inquiétant, mais pourquoi pas. J'allais dire qu'effectivement, j'aimerais après qu'on revienne sur le fait que c'est un genre qui prend vraiment le pouls de la société. Mais avant ça, de parler effectivement de la diversité de genre au sein du genre de la série médicale, puisqu'effectivement, on va dire, le drama hospitalier classique. On citait General Hospital, Urgence, Grey's Anatomy, plus récemment, c'est The Resident, c'est New Amsterdam, en France, c'est Nina, par exemple. Et puis, on a eu alors des comédies avec H, avec Scrubs, on a eu des séries historiques avec The Nick, on a eu des séries qui sont traitées qui sont des séries médicales traitées comme des cop shows pour le coup, avec Dr House où vraiment il enquête tel un Sherlock Holmes, etc. Et on a eu des séries du point de vue des patients, ce qui est extrêmement rare, avec notamment Les Bracelets Rouges, qui est la série la plus remakée d'Europe ces dernières années, qui a eu d'ailleurs aussi une version en France et aux États-Unis. Est-ce que In Treatment aussi est une série médicale? Ah, on pourrait se poser. Alors non, parce que c'est pas un psychiatre. Il est psychiatre. Ah, il est psychiatre. Pour moi, il donne juste In Treatment. Ouais, faites les traductions de titres parce que moi, j'ai pas tout vu, donc il faut faire. C'est une série israélienne, puis américaine, puis française, en thérapie. En thérapie en France, voilà. Mais sinon, les autres titres, je les ai donnés avec les bons titres. Donc Valentin, tu te calmes. Il manquait une ou deux, je crois, mais bon, on va pas y revenir. Après, oui, non, mais après, il y a des choses plus ou moins connues, parce que dans les un peu moins connues, mais qui ont pris comme ça des angles différents, il y a par exemple Night Shift, qui parle d'urgentiste de nuit. Donc en gros, il y a une variété immense de types de séries, et je pense que c'est aussi ça qui fait que ce genre est aussi représenté, c'est qu'on peut le prendre quasiment sous n'importe quel angle. C'est parce que c'est pas un genre, en fait, spécifiquement. C'est que c'est une arène à laquelle on peut adapter beaucoup de genres différents. Oui. Mais contrairement à, tu vois, une série sur des avocats sera toujours une série. Oui, ce sera toujours de l'office drama. Voilà. Enfin, ça va être compliqué, ou alors tu peux rajouter de la comédie, tu peux faire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que. Faisons une série débile sur des avocats, ce serait génial. Ça s'appelle Ally McBeal, c'est une comédie super. Oui, mais c'était sérieux quand même. Juste, quand vous dites arène, c'est-à-dire que si on peut redéfinir de manière très précise, ça veut dire quoi arène? L'arène, c'est le. Voilà, non, mais t'as raison. De fait, moi je suis pas super à l'aise avec ces termes de scénario. Moi. Non, mais t'as raison. Une arène, c'est l'univers dans lequel se passe une série. Donc c'est à la fois l'endroit où ça se passe, donc par exemple l'hôpital, etc. Mais c'est aussi un peu le système qui est utilisé. Enfin voilà, c'est-à-dire que typiquement tu peux avoir une série médicale dans laquelle l'arène c'est l'hôpital, mais si par exemple, j'en sais rien, on est sur des urgentistes de nuit, on va plutôt être sur du Chicago de nuit comme arène. Pour répondre à ta question. Mais effectivement, c'est un genre qui a un peu évolué au fil du temps et qui a plein de facettes. Je ne sais pas si vous, il y a d'ailleurs un type de... Moi, j'allais juste dire que je pense que, et peut-être pour expliquer aussi l'explosion qui a été Grey's Anatomy, je pense que c'est aussi une des premières qui a vraiment intégré le soap à vraiment de plein fouet dedans. Oui, et c'est vraiment le truc le plus connu, je dirais, de mélange de genres. Je dirais que c'est vraiment la série médicale qui mélange avec le soap. C'est ce qui marche le plus en termes d'audience, en tout cas, depuis Grey's Anatomy, même peut-être un petit peu avant, à aujourd'hui. Ça n'a pas changé, quoi. Puis quand tu regardes Grey's Anatomy, tu regardes pas forcément pour ce qui se passe dans le bloc, mais pour ce qui se passe dans les ascenseurs de cet hôpital. Parce que les ascenseurs de cet hôpital sont iconiques et il se passe les meilleures disputes, les meilleurs chops, les meilleurs... Il tombe toujours en panne quand il y a un tireur fou dans l'hôpital. Oui, c'est vrai qu'il se passe toujours des choses insensées. Enfin, tu parlais de réalisme tout à l'heure, mais dans Grey's Anatomy, chaque fin de saison était attendue pour la blague que ça allait être. Il y avait eu un crash d'avion qui était... Crash d'avion m'a vraiment traumatisé. Bien sûr, il faut mourir la moitié du casting, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'était tellement couillu, tu vois, parce que faire mourir... Enfin, Shonda Rhimes a révolutionné la télé à plein d'égards, mais notamment parce qu'elle a vraiment dit, vous aimez ce personnage, eh ben il va mourir. Et je trouve que c'était pas tant que fait que ça. Ou alors, tu vois, dans les soaps, tu vas les faire revenir, ou alors finalement c'était son jumeau maléfique, machin. Là, il y a un vrai truc de il est mort et c'est fini. Après, il y a des moments où il y a des suspens un peu de mauvais goût, comme par exemple la fin de la saison 5 avec le personnage de Izzy qui a un cancer, va-t-elle mourir? Et en parallèle, on a un personnage qui est admis aux urgences, qui est défiguré, et on capte que c'est un autre personnage qu'on avait perdu, et du coup, c'est vraiment lequel va mourir? Faites vos paris. Enfin, il y a des trucs un peu limite. Laurent, il aime Moi, j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, mais j'admire le caractère machiavélique des auteurs de télé d'époque qui en avaient vraiment rien à foutre, quoi. En France, on n'a pas tant de shows médicaux que ça. On a eu H, effectivement. On a plus de films, en l'occurrence. Voilà, on a eu H qui est une fracture. Depuis Thomas Litti, en fait. Et voilà. Pardon? Enfin, tu dis qu'il y a beaucoup de films, mais surtout depuis Thomas Litti, en réalité. Thomas Litti, il a fait 4 films sur une. Ah oui. Attends. Et je veux dire, le film médical en France, j'en ai pas vu. Médecin de campagne.
première année. Non, il a fait 3 films sur des médecins, puis un 4e qui était dans l'univers qui était dans l'école. Et ensuite une série en 3 saisons. On a eu H, on a eu Nina du point de vue d'une infirmière, et on a eu les je sais pas combien de saisons adaptées des Bracelets Rouges, et avec d'ailleurs un truc assez intéressant qui est que la série originale que j'aime beaucoup, Paul Serres Vermelles, qui est une série catalane, est vraiment du point de vue des héros qui ont une douzaine d'années, et c'est vraiment le club des 5 à l'intérieur de l'hôpital. Et il se trouve que l'adaptation française et toutes les adaptations ont pris le pas de vieillir les personnages pour pouvoir faire un peu plus d'une teen série, mais surtout d'incorporer l'histoire des parents, des médecins, etc., pour avoir quelque chose de beaucoup plus soapy, parce que je crois qu'en fait ça reste la recette qui fonctionne le mieux. Oui, d'ailleurs moi petite parenthèse, mais je réclame une série sur les enfants de médecins, car c'est mon cas, et je pense que il y a aussi tout un délire de regarder, moi quand je regarde une série médicale, vraiment du coup je dois la regarder avec mes parents, et ça devient tout un autre délire, c'est qu'il faudrait faire une série sur leur réaction, qui est donc et d'ailleurs petit big up donc à Hippocrate, qui est pour eux la série évidemment la plus crédible, la plus réaliste, mais ils passent leur temps du coup à commenter les maladies, à essayer de prévoir qu'est-ce qui va arriver à quelle personne, qu'est-ce qu'il faut donner comme traitement, et moi c'est que des mots vraiment, et ça participe en fait, je vais juste revenir à notre focus, mais ça participe à cette espèce de fascination, parce que c'est aussi des mots qui sont incompréhensibles, on parle d'un monde qui est incompréhensible, c'est complètement un vocabulaire hyper spécifique, et que pour les séries la plupart du temps essayent aussi de rendre ça un tout petit peu plus accessible, en tout cas de faire comprendre s'il va guérir, mourir, etc. Et c'est déjà des espèces en tout cas de faire comprendre aussi quel est le mécanisme dans son corps, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je trouve que la façon dont ça nous rend un peu ce monde plus accessible, et du coup un peu plus rassurant. Et ça permet d'exorciser des peurs, et je pense que c'est une des raisons du succès. Et c'est un peu à double tranchant, parce que je trouve que la série qui marche le mieux là-dedans, donc c'est-à-dire expliquer les problèmes médicaux, qui est la plus jargonnante, qui est la plus c'est clairement Dr House, parce que justement lui il va traiter des trucs hyper rares. Alors non, en fait en l'occurrence, je m'étais renseignée auprès d'un ami médecin. En fait, il me disait tout est possible, mais c'est tellement improbable. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est vraiment le patient qui a la maladie, mais en fait comme c'est mélangé avec telle autre maladie, il a pas les symptômes. Mais il arrive toujours les trucs, voilà, toujours des cas d'école. Et surtout le mec est diagnosticien, en fait, dans le film, ce qui à ma connaissance c'est un truc qui n'existe pas. Mais c'est une exception même dans la série d'ailleurs. Il a un rôle. Mais tu me diras pour parler d'un office drama d'un style différent, tu regardes dans Suits au début, Harvey Specter il est closer dans un cabinet d'avocat, ça n'a jamais existé. Donc, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave dans Dr House, qui est pour moi une des meilleures séries médicales, parce que justement il y a ce personnage, justement il y a les mystères, et finalement c'est peut-être ça qui je trouve est le plus attrayant, en dehors de Scrubs pour lesquels j'ai un plaisir particulier à cause de la comédie, mais. J'allais rajouter sur ce que tu disais sur le fait qu'en France on n'est pas tant de séries médicales que ça. Je pense que c'est aussi parce que en fait la série médicale elle est précurseur sur son temps si elle examine les patients via le côté social, et donc l'intime politique, c'est mon dada cette saison de La Perche dans le cadre, et je pense que c'est très difficile de faire ça en France, parce que quand on parle de l'hôpital public, la première chose qui revient c'est qu'il se casse la gueule, non mais pour de vrai, mais Hippocrate le raconte très bien, hein. Oui. Complètement, c'est pour ça que non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est plus difficile. Maintenant je suis en train d'imaginer une série française à l'hôpital public où tout le monde est blindax, voilà c'est ça, parce que quand privé à Monaco, parce que dans Grey's Anatomy ils en parlent du fait qu'il y a des négociations de salaire parfois, il y en a qui ont des métiers même bureaucratiques à un moment, quand ils sont promus où ils gèrent un service où en fait ils font beaucoup plus de paperasse, du management en fait, du management d'équipe effectivement, et ils ont des grosses voitures et ils achètent leurs grosses maisons quand ils sont plus internes et tout, et je me suis dit que c'est dommage, il y a un manque à gagner d'un point de vue français d'avoir une vraie série presque soap là-dessus sur les vies normales, en fait arrêter d'en faire des héros, je veux dire des héros, super-héros, en faire des héros des gens normaux en fait, parce que je pense qu'ils sont fatigués les médecins. Dans Hippocrate, c'est pas des super, je veux dire c'est pas des Dr House qui ont des réponses à tout, c'est plutôt des héros ordinaires ou du quotidien. Oui, mais ils font rentrer des ronds dans des carrés quoi, c'est un peu ce qui se passe dans tous les hôpitaux publics aujourd'hui en France. Je pense que avec beaucoup de pertes dans Hippocrate. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça serait bien aussi de montrer le bordel d'un point de vue moins fantasmé, en tout cas moins je crois qu'Hippocrate fait ça, parce que franchement je veux dire dans la saison 2 on te raconte la dépression des personnes qui mais là où veut en venir Rita, je pense, c'est que en fait dans Hippocrate on te montre quand même comme des gens qui galèrent, qui n'ont pas d'argent, qui sont des internes ou des très jeunes médecins, qui sont dans un truc où évidemment on te le montre un peu, c'est les hussards blancs de la République quoi. C'est des mecs qui tiennent la digue, etc., alors qu'en fait il y a pas que ça, il y a aussi des médecins qui gagnent bien leur vie, qui ont aussi dans les parents de
Roman. Je veux dire, qui ont aussi voilà, acheté des maisons, qui ont aussi des grosses bagnoles, qui ont aussi fait. Oui, mais c'est pas les gens qui bossent aux urgences. C'est pas des gens qui bossent. Et en fait, ils bossent pas aux urgences, mais ils peuvent bosser dans d'autres services où ils ont un travail ensuite en privé, dans des trucs. Enfin, c'est pas non plus la réalité d'un médecin aujourd'hui pour des gens qui. Il y a des tas de médecins qui gagnent très bien leur vie et qui sont pas dans un truc pas misérabiliste, parce que je sais pas si Hippocrate est vraiment une série misérabiliste, mais qui te montre une réalité sociale assez particulière qui n'est pas le cas de tous les médecins. Mais c'est très bien de montrer tout. Et qu'on pourrait traiter aussi via un truc beaucoup plus soapy qui pourrait tout à fait fonctionner. Mais on n'a pas parlé par exemple de Nip Tuck qui parle de chirurgie esthétique. Il va y avoir sur Canal+ une série d'Audrey Diwan qui parle d'une clinique de chirurgie esthétique où je pense qu'on sera sur des cas de patients et des types de médecins très différents. Je tiens, avant de terminer ce focus, on disait donc ça parle effectivement de la société. Je pense qu'Hippocrate, c'est peut-être dans les séries françaises celle qui fait le mieux. Voilà, la jonction en fait. Ouais. La jonction entre les deux. Moi, il y a une série que j'ai découvert via ma mère, qui est une série italienne qui s'appelle Doc, qu'on peut découvrir sur TF1. Et alors, le pitch, je me suis dit, mais on est dans des trucs de plus en plus parce qu'on a les médecins. On a un médecin qui est autiste, par exemple, dans Good Doctor, voilà, qui est inspiré d'une série coréenne. Des séries les plus vues aux États-Unis. J'ai vu des extraits, ça a l'air confondant. En fait, le problème, c'est quand même que c'est le même créateur que Dr House, qui nous racontait un docteur qui n'avait pas d'empathie, et maintenant il nous montre un docteur qui a plein d'empathie. Spoiler alert, c'est vachement plus marrant quand il a pas d'empathie. Et Doc, le pitch est tellement genre, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'histoire d'un médecin qui s'est fait tirer dessus, donc il a perdu la mémoire. Il revient en tant que médecin, mais il se souvient pas. Il y a des dinosaures. Et il revient, et donc en fait, il avait genre je sais plus, il avait quitté sa femme pour du coup son amante, mais en fait il croit qu'il est toujours avec sa femme, etc. Et le mec, on le laisse gérer des cas alors qu'il a des pertes de mémoire. Et il est évidemment très beau. Tout le monde est très beau. Là, tu me racontes. T'es en Italie quand même, c'est normal. Là, tu me racontes le dernier Claude Lelouch. Non, on va y venir. Et évidemment, dans l'eau, il y a aussi un médecin qui a perdu l'usage de sa jambe après un accident de plongée, parce que c'est vraiment Grey's Anatomy, mais plus. Oui, tu viens de regarder l'affiche. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est vraiment une espèce de BG italien. Je vous recommande pas de regarder ça. Il y a plein d'autres séries Elisabeth, ça s'appelle Doc nelle tue mani, ça veut dire entre vos mains. C'est encore mieux. Entre tes mains, en fait. C'est horrible, j'ai l'impression que c'est un porno, alors que pas encore. Mais peut-être que c'est ça le prochain. Quoi ? Le mélange de genre, ouais, de ouf. Non, mais par contre, ça me fait penser qu'on n'a jamais eu de séries sur des médecins. Séries porno, quoi ? Non, alors on pourrait, mais de séries sur par exemple les médecins gynéco, etc. Alors que ça pourrait être un truc hyper intéressant pour parler voilà. Oui, on a eu finalement les sex education avec un petit peu ce type-là, mais c'est pas tout à fait la même chose encore. Donc c'est ça qu'on demande ? C'est ça qu'on demande, allez. Eh ben très bien. Série médicale sur la gynécologie. La conclusion de ce focus. Vous êtes dans la perche et dans le cadre. On va continuer à parler de séries, mais cette fois-ci, alors c'est un genre de série qui n'a vraiment rien à voir. On est sur une adaptation d'un manga, ça s'appelle Cat Size, et c'est sur TF1. J'ai du nouveau sur la mort de papa. Papa, il est mort il y a 12 ans quand sa galerie a brûlé. Quelqu'un a volé les tableaux et a foutu le feu à la galerie pour se couvrir. Ce tableau, c'est peut-être notre seule chance de découvrir si on a tué papa. Attendez, on va quand même pas devenir des voleuses pour ça. Bon, je crois qu'on peut interrompre l'émission pour écouter le générique en entier de Cat Size. Cat Size, c'est l'histoire de Alex, Tam et Cilia, qui sont trois sœurs qui le soir se changent en voleuses de nuit pour retrouver une œuvre d'art ayant appartenu à leur père qui a disparu dans le mystérieux incendie de sa galerie d'art. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, comme on nous le répète 12 fois par épisode. Cat Size, c'est une adaptation donc, d'un manga qui a eu droit à une adaptation déjà en série animée qui avait ce même générique. Laurent, que tu as peut-être regardé, c'est peut-être un peu plus ta génération. Alors, la réalité, c'est quand même la série s'est finie avant ma naissance, donc c'est quand même assez ancien. Pardon, je te vis. Juste, j'essaie de retrouver. Mais du coup, c'est quoi ? C'est années 80 ? C'est en fait 81, 85, je crois. Oui. Quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est. À moitié des années 80. Et c'est Tsukasa Hojo. Je me rappelle plus exactement du nom, c'est pour ça que j'étais en train de chercher. Mais mon téléphone est merdique. Je vais regarder et je te corrige si t'as dit faux. Du coup, c'est donc adapté d'un manga, lui-même adapté en animé, qui est assez connu en France. En réalité, c'est un peu le même délire que l'était Nicky Larson, le film de la bande à Fifi. Tsukasa Hojo. Qui est d'ailleurs en fait fait par le même créateur, Tsukasa Hojo, qui a aussi fait. Nicky Larson, mais c'est même le même univers. C'est le même univers, personnages se des croisent. crossovers et tout. Mais et en fait, c'est des séries qui ont très bien marché en France. Et donc il y a eu une adaptation en France de la version française de Nicky Larson, qui était un peu particulière parce qu'évidemment en France on voyait pas les séries de la même manière
parce que au Japon c'était quand même un petit peu plus hardcore, donc du coup les séries étaient globalement censurées en France. Et là c'est un petit peu le même genre de principe, c'est-à-dire qu'on adapte la version française de la série japonaise avec le générique français des années 80 qu'on a remanié, qu'on a entendu juste avant, et on sent qu'il y a une volonté de reprendre un petit peu ce style, cette esthétique, avec ce que ça implique de trucs un petit peu compliqués quand même, notamment en matière de sexualisation des femmes et des, comment dire, du côté graveleux et un peu scande qu'on avait dans la série des années 80. Alors en précisant d'ailleurs que ce côté graveleux, il y a quand même il y a une différence entre Nicky Larson, il y a une vraie différence de ton. Bien sûr. Entre la version japonaise et la version française. La version japonaise étant bien plus hardcore. Oui. La version japonaise de Cat Size, je n'en sais rien, j'avoue, mais ça m'étonne. C'est le même créateur, je serais pas très étonné. Voilà. Et donc en fait, il y a le problème de la série, c'est qu'elle est un peu le cul entre deux chaises, c'est que globalement elle doit adapter cette série animée qui a beaucoup vieilli et qui fonctionne selon des codes qui sont quand même un petit peu cringe aujourd'hui, même si tu vois, le coup des femmes sexy qui manipulent les hommes, c'est un truc qui est bon, très classique et qui, dans les années 80, était assez intéressant. Et en fait, essaye de maintenir les deux tout en gardant une espèce d'esthétique TF1 et faisant un truc quand même... Il y a un casting TF1, c'est Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, les trois sœurs. En faisant un truc assez sage, parce qu'on reste quand même sur TF1 et que derrière, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a Amazon, il y a Amazon qui coproduit, parce qu'on veut essayer de le mettre à l'international quand même. Donc on a la Tour Eiffel, on a le musée d'Orsay. Ah ça, on a la Tour Eiffel tous les 3 plans. On a le château de Versailles, on a tout ce que vous voulez. Donc il y a un peu ce côté... en fait, je trouve que cette histoire de voleur d'art est assez bien pensée et assez bien transposée en France. Parce qu'en effet, la série est transposée en France. Et ça, c'est plutôt malin, parce que je trouve qu'on a le background historique pour pouvoir faire ça de manière assez intéressante et assez plaisante. Après, en dehors de ça, ça reste quand même du gros TF1, qui est, même si c'est à mon avis un petit peu supérieur que le bas de gamme TF1 habituel, enfin, sauf peut-être esthétiquement, où ça reste quand même assez moche. Et puis il y a... c'est Alexandre Laurent qui réalise, qui était le réalisateur du Bazar de la Charité. C'est cette difficulté quand même d'adapter ce truc qui est quand même compliqué aujourd'hui, où en fait t'en parleras mieux que moi parce que ça t'a beaucoup plus scandalisé, mais toi c'est Rita, moi bonsoir. Oui, pardon. J'ai trouvé ça odieux, vraiment. Je ne veux rien sauver à part le générique. En fait, il y a eu la scène d'intro et le générique, j'étais là, ok, fun. T'as cru que c'était les Totally Spies? J'ai cru que ça allait être les Totally Spies parce qu'en fait merci. J'ai cru qu'on allait je peux pas me concentrer. J'ai cru qu'on allait vraiment les voir être soit des super-héroïnes ou en tout cas des meufs qui peuvent faire des trucs un peu stylés. La vérité, c'est qu'elles font du parcours une semaine sur 2. Enfin, c'est vraiment... Elles sont absolument nulles. Ce sont de mauvaises actrices, pas aidées par les dialogues. Je tiens à dire que Constance Labbé, dès le début, je me suis demandé pourquoi est-ce que je la détestais. Elle était dans Le Voyage en pyjama. On est 3 en France à avoir vu ce film, Alban et moi notamment. C'est le franchement, je te trouve dur parce que je trouve que le casting se débat avec les dialogues et qu'ils s'en sortent pas si mal. En fait, franchement, j'ai vite été énervée parce que j'ai très bien vu. Enfin, en fait, tu vois tout de suite que c'est une série qui veut être vendue à l'Inter et c'est pour ça qu'on est entre le Pont des Arts, la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. C'est Lupin, c'est la réponse de TF1 à Lupin. Mais j'ai beaucoup pensé à Lupin aussi pour ça. Lupin m'était moins désagréable. Lupin m'était moins désagréable parce qu'au moins je m'amusais un peu. Là, je dois dire que je m'ennuie, mais du début à la fin. Je vais faire ça, hein, mais... Ok, bah tant mieux. J'avoue que je crois que j'ai pas. C'est la peste et le choléra au bout d'un moment. Enfin, pas non plus. Juste là, je trouve que quand je parle d'ennui, c'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action qui sont extrêmement longues et mal montées et mal mises en scène. Ils réussissent à rater des champs contre champs. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que et surtout sur une musique odieuse et pour autant je sais pas comment ils ont payé. Take On Me. Non mais justement, Take On Me et Girls Just Wanna Have Fun. Va savoir combien d'argent ils ont mis rien que dans ça. Et le reste du temps, la bande originale écrite pour la série est odieuse. C'est dégueulasse. Non mais vraiment, c'est une espèce de. On dirait la musique dans le clip qui disait de pas pirater les films dans les années 2000. Ah oui, exactement la même musique. Voler un DVD. Voilà, vous n'auriez pas volé un frigo, je sais plus ce qu'il disait. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, un DVD. Franchement, non. En tout cas, tout ce que je dis, c'est que je trouve que c'est une série qui prend vraiment ce spectateur pour des idiots et c'est là que ça devient un peu plus TF1 parce que tu as dit, Elisabeth, dans ton intro, en fait, par exemple, il nous rappelle le contexte de la série. Toutes les 2-3 scènes, on nous rappelle qu'elles sont là pour chercher un truc qui appartenait à leur père et qui est mort. Par ailleurs, ils expliquent le mot kakemono 25 fois. J'ai pas l'impression que ce soit un mot si compliqué que ça. Parce que c'est ce qu'ils recherchent au kakemono. Oui, mais ils disent, je sais que c'est un mot difficile, c'est un mot japonais, on va vous expliquer. Pardon, moi je savais pas ce que c'était qu'un kakemono. Voilà. Alors, mais cool pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, je sais, mais je savais pas ce que c'était qu'un kakemono. En tout cas, visiblement, c'est cette espèce de peinture. Mais ça, c'est un kakemono. Enfin, ce qu'il y a derrière nous dans la salle, c'est un kakemono. Moi, je savais pas. En tout cas, je ne comprends pas. Moi, ça, c'est un tableau. Je comprends pas le ton. Je Je ne comprends pas le
ton de cette série, parce que tu as dit elle a le cul entre les deux chaises, et je suis les deux chaises qui existent, les seules. Je suis très d'accord avec toi sur cette question-là. Pour moi, c'est une série qui essaye de garder les spectateurs, spectatrices de TF1. Par ailleurs, ils ont réussi, je crois qu'elle a de très bons scores, tout en essayant d'attirer des spectateurs de plateforme, tout en sachant qu'ils vont vendre ça à l'international, et surtout, tout en nous... En fait, l'histoire elle-même, on nous vend un truc sur l'affiche et sur le générique qui n'est pas du tout le résultat. C'est pas une série de super-héroïnes, ni même de héroïnes masquées de nuit. C'est un hasard et elles ont une seule skill, c'est escalader. Genre, c'est le parcours. Il n'y a pas d'autres skills. Et on a très peu de scènes où elles font ça. Et quand elles le font, c'est pas impressionnant. Quand elles le font, c'est pas impressionnant du tout. Je suis désolée. Ça, c'est un problème de mise en scène et un problème de. Je veux pas bâcher les comédiennes, mais il y a vraiment, il y a un moment où la pauvre Camilou, on l'a fait courir. La mère en téléfilmé, on dirait qu'elle court à 2 à l'heure et du coup j'été là, mais ils vont la rattraper. Enfin, les réactions fonctionnent pas. C'est clairement le problème de la patte TF1, c'est que derrière, en fait, ils savent pas faire un truc même d'action, ne serait-ce que vaguement solide. Le truc aussi qui est quand même un peu compliqué, c'est que dans Cat Size, c'est un animé, donc elle vole globalement. Donc elle vole et elle pète des gueules. Un peu difficile. Là, elle pète rien du tout. Le personnage de Constance Labbé un petit peu, mais bon, vite fait. Franchement, non mais en vrai, tout ça est vraiment faible. C'est-à-dire que tout ça clairement manque. Oui. Tu manques de curseur poussé un peu plus fort pour avoir juste un truc qui. Ouais, mais sauf qu'en fait, je pense que malheureusement sur TF1, ils ont trop peur de ça. T'aurais jamais vu un truc comme ça sur TF1. Mais moi, j'aimerais juste souligner que par rapport à la médiane de ce que propose TF1, il y a quand même un. Voilà, moi je suis d'accord, je suis globalement d'accord avec vous. C'est pas complètement réussi. Moi, j'ai été quand même pris par la série. J'ai quand même regardé ça avec un peu d'intérêt et avec un peu de curiosité pour voir où ça va. Et notamment, je trouve que ça tient... Enfin, moi, la série est réussie dans les moments où elle assume un côté cartoon un peu con. Mais c'est elle le fait pas du tout. Elle le fait pas assez. La méchante jouée par Élodie Fontan, alors qui en fait des caisses et tout. Mais moi, j'adore en fait. Mais moi, le je trouve que c'est ça la série. La méchante perruque blonde qui est là, je n'ai pas d'amis. Moi, je suis un peu là pour voir ça en fait. Mais je suis complètement là pour voir ça. Je suis d'accord avec toi. Et pas des histoires de sœurs qui cohabitent et qui papotent de leurs histoires d'amour. Ça, je veux voir ça dans un drama hospitalier. Oui, mais en fait, je pense que tu pointes le problème. C'est-à-dire que c'est une série TF1 qui veut faire plateforme mais qui n'y arrive pas, quoi, et qui en fait, plateforme. Enfin, les séries plateformes veulent faire TF1. Non, mais tu vois, genre, qui veut essayer de faire un truc un petit peu plus quali pour essayer de faire revenir des gens et tabler sur des licences qui ont dû être très compliquées à récupérer en plus, parce que connaissant les Japonais, ça ne doit pas être simple. Mais bon, ils ont accepté de faire ce truc. Malheureusement, je pense que je vois pas en fait comment ça peut ne pas décevoir les gens qui aiment bien la série animée de base. Ouais. Je pense que on va peut-être les encourager à redécouvrir. Je sais pas ce qu'elle vaut cette série animée aujourd'hui. Moi, c'est à l'ancienne. Hein, ouais, c'est probablement à l'ancienne. Le générique est toujours aussi bien. Après avoir demandé une série médicale sur les gynécos, je vais demander à ce que finalement on adapte une IP qui est française et qui vaudrait le coup, parce que c'est un peu le même style. C'est les Totally Spies. Moi, j'aimerais vraiment voir les Totally Spies en live action. C'est trop fun. C'est trop bien, les Totally Spies. Et en série TF1 bien, regardez Joséphine Ange Gardien. Quoi? Voilà. On enchaîne. Et on enchaîne, on va rester et on dans aura la une explication après cette émission. Oui, mais on va rester dans la même cour que Joséphine Ange Gardien, puisqu'on va écouter la bande-annonce. Non, j'ai pas le droit de dire ça. De Finalement, de Claude Lelouch. Je veux dire que c'est la même gamme d'âge, en fait. On écoute la bande-annonce. Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, finalement. Oui, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre. Je vais vous lire le pitch de Finalement, parce que je pense qu'il sera plus intéressant que tout pitch que je puisse en faire. Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que, finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et oui, et comment dire, on a vu ce film avec Laurent. On a beaucoup souffert devant, et Émile était dans la salle aussi. Et pour vous rendre compte un peu de ce qu'est ce film, parce que c'est quand même assez insensé ce qu'on a vécu, on vous propose une petite improvisation. Laurent, tu aimes le cinéma ? Ouais. Ça t'intéresse quand on parle de cinéma ? Ça m'intéresse, ouais, ça m'excite même un peu. Laurent, tu savais que j'étais recherché par la police. Mais par la police, qu'est-ce que c'est que cette histoire quand même. Bah ouais, parce que tu sais, j'ai pris ma voiture et je me suis perdu. Ouais. J'ai trop de mémoire, Laurent. T'avais trop de mémoire. Eh ben, comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on vit avec des trucs ? C'est quand même vraiment bizarre. Moi, j'ai jamais vraiment eu de trop de mémoire. Enfin, Voilà, c'était ça, c'était le film. Merci. C'était la pire improvisation. Vous avez vu Finalement ou pas ? Parce que la pire improvisation. Et Laurent, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es avocat de la vie ?
Au final, je suis un peu un avocat de la vie parce que c'est vrai que le personnage en vrai est avocat en fait, et on lui dit qu'il est un peu un avocat de la vie. Je pense en fait pour parler de ce film, il faut... Je peux enchaîner en demandant à Yuri s'il est plutôt piano ou trompette. Je pense que pour parler de ce film, il faut faire un peu de nomenclature en gros de ce qu'on regarde, parce que c'était ton premier, toi. De Lelouch. En plus, moi, c'est le premier film de Claude Lelouch que j'ai. Oui, mais attends, tu commences par le 51e, c'est quand même quelqu'un qui a une grosse carrière derrière. C'était extrême. Enfin, vraiment, genre bon. Mais en vrai, dans les nanars, bon, un nanar, c'est un mauvais film sympathique, un truc en fait où on rigole du film parce que c'est tellement mal fait qu'en fait on en rigole. C'est tellement mauvais que ça devient agréable et intéressant à regarder. Enfin, intéressant, en tout cas drôle. Il y a différents types de nanars. Il y a des nazis-exploitations avec des films de zombies où il y a des trucs très improbables avec des ninjas qui se tapent dessus. Et puis il y a un genre de nanar qui moi me plaît particulièrement, qui est un peu le nanar d'auteur. On va avoir des gens qui vont chercher à essayer de faire des grands trucs sur la vie, et en faisant des trucs très très gênants. Le plus connu de ce genre de film, c'est The Room, dont Yuri est extrêmement fan. Doute fait partie complètement de cette catégorie-là, mais j'ai l'impression que... Dis juste qu'est Doute, parce que... Doute, c'est un film de Yamini Lilia-Kumar dans lequel on peut retrouver... Christophe Barbier. Un jour, on en parlera dans cette émission. Le voyage en pyjama fait partie du cinéma. Parce que voilà, je suis un des spécialistes mondiaux, je pense, de Doute. Le voyage en pyjama a l'air de faire partie de ce truc. Les gars, je vais vous en parler jusqu'à la fin de l'émission. Je ne l'ai malheureusement pas vu. Et finalement, on fait partie aussi. C'est-à-dire qu'on a pendant 2 heures très compliquées, des espèces de scènes d'improvisation extrêmement gênantes. Mais juste pour vous dire que ce qu'on vous a fait tout à l'heure, c'est à peu près le film. C'est à peu près le film. C'est-à-dire que c'est pas exagéré. Toute la première moitié du film, c'est une espèce de succession de scènes improbables où on a Cadmerat qui dit des trucs littéralement genre moi, je suis réalisateur de films porno. Tu vois, des trucs comme ça et qui explique. Et puis bon, je suis recherché par la police parce qu'une chose entre en vous savez, j'ai été accusé de viol. Tu vois, on en est là dans la manière dont le truc est construit. Et il y a François Morel qui fait qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça m'intéresse. De France Inter. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Ce que je fais dans la vie? Ah ouais. Eh oui, je suis recherché par la police. Tu vois, c'est des trucs. S'il vous plaît, taire ce duo comique. C'est des trucs hallucinants. C'est des trucs vraiment hallucinants. Et donc, il y a vraiment des moments où on essaie de te raconter la vie et de te montrer que c'était pas si simple, avec tout un sous-texte quand même anti-MeToo complètement scandaleux. D'ailleurs, genre sur le fait que finalement, on peut. Il y a plein, finalement, tu vois, on peut défendre les hommes. Je sais plus si tu dis le titre du film ou si c'est juste la phrase. Et tout ça est quand même très compliqué. Moi, je trouve que du point de vue du nanar d'auteur, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires. Il y a des vrais moments de bouffées délirantes, de sidération, de passages insensés où moi j'étais mort de rire, vraiment. Ou par exemple, d'autant que c'est un film musical où il y a des moments où Cadmerat chante horriblement mal, où en fait, je sais pas, il dort comme ça accoudé à un arbre et il se réveille et il commence à chanter une chanson en disant que l'argent n'avait pas d'importance. Enfin, des trucs fous. Vraiment, il se passe des trucs fous qui, moi, m'ont rendu dingo. Où j'ai vraiment beaucoup ri. Je trouve que la deuxième moitié fonctionne un peu moins bien. Parce que justement, il commence à raccrocher un petit peu les wagons, commence à vaguement essayer de trouver une histoire et faire un truc qui tient à peu près la route. Mais enfin, globalement, pendant la première moitié du film, qui est clairement la meilleure à mon sens, on a des successions de scènes où Cadmerat fait des dragues lourdes à des meufs et explique que globalement, il est recherché pour viol. C'est assez hallucinant. Son précédent était comme ça aussi. Son précédent qui s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce 51e film de Claude Lelouch, qui était le premier que je voyais, je me suis dit, il faut que je vois la totalité de cette film. Chaque semaine, on a la chronique Lelouch. Il y a quelqu'un. C'est quand même un mec qui a fait des films relativement reconnus. Non mais genre 3. Je pense que le mec a peut-être. Non mais attendez, oui, enfin. On peut pas tout faire. Attendez les gars, il a 45 millions d'entrées à son actif. Voilà. Mais il se trouve qu'il fait des films alors depuis 62 officiellement, en fait depuis 57 si on compte ses films d'avant. Donc bon, ça fait beaucoup de temps que ce monsieur existe et peut-être que la. Mais tu vois, personne. En fait, là manifestement, personne ne sait pourquoi il est là. Il y a des scènes complètement surréalistes de déjeuner où il y a incroyable, où il y a Michel Boujna. En fait, on le voit regarder vraiment dans le vide, c'est-à-dire que la scène est clairement improvisée, lui il sait pas ce qu'il fait, il ne comprend pas ce qui se passe et il est complètement perdu et c'est assez d'ailleurs assez symptomatique de ce qui se passe dans la tête du spectateur. Mais il y a vraiment des moments hallucinants, genre de folie pure. Vous êtes pas prêts, je crois. Qui du coup attention parce que vous allez lancer un espèce de bouche à oreille buzz qui sera le premier créé par la version en cadre. Il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc où le personnage principal souffre de ce qu'il appelle la folie des sentiments.
Il y a juste pour vous redécrire la scène, il est en train de déjeuner dans un appartement. Oui, en fait, il n'a plus de filtre. Il est censé plus avoir de filtre. C'est un truc qui existe vraiment en plus. Ouais, c'est la démence fronto-temporale, je crois. Et du coup, il dit tout ce qu'il pense. Et il. Mais c'est comme dans le film de Roche Dizem, mais c'était pas que de l'amour. Ouais, mais du coup, il dit j'ai la folie des sentiments. Et là, il y a Barbara Pravi qui fait ce serait un bon titre de chanson, ça, la folie des sentiments. C'est vrai qu'il y a Barbara Pravi. Et là, Cadmerade renvoie sa cuisinière en disant allez-y, Maria, faites autre chose. Et elle commence à chanter la folie des sentiments. Et là, il y a un close-up sur Elsa Zilberstein qui pleure. Comme ça. Et c'est ça pendant tout le film, et c'est assez magnifique. Il y a aussi une séquence incroyable où en fait ils sont dans un magasin de vêtements et ils cherchent Cadmerade comme ça, et ils font mais il voulait une chemise pour aller sur le pont d'Avignon. Vraiment ? Sur le pont d'Avignon ? Oui, sur le pont d'Avignon. C'est une vraie scène du film. C'est par où le pont d'Avignon ? C'est par là le pont d'Avignon. Et c'est ça. Mais ils se mettent à chanter sur le pont d'Avignon ? Non, je sais même en pas. fait, je veux dire, il y a plus de cohérence, il y a plus personne, tu vois, tout le monde fait n'importe quoi. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Et en fait, il y a vraiment des moments, des moments de sidération incroyables où si on est amateur de ce genre de nanar, qui est quand même assez niche, hein, assez particulier, il faut vraiment aller voir ce film parce que je pense qu'il passera pas longtemps au cinéma. Mais il a fait 80 000 entrées en première semaine. Ouais, si. Et juste, c'est problématique, parce que la campagne d'interview de Claude Lelouch, portée par une intervention assez magistrale sur CNews, il faut le dire, est quand même assez tendue quand même. Mais non, mais parce qu'en fait, justement, voilà. On va du manque de délicatesse à clairement du sexisme. Dis ce qu'il dit quand même sur CNews. Je me souviens pas de tout. Je me souviens qu'on pouvait vaguement changer. Enfin, moi, je me souviens juste d'une phrase assez éclairante de maladresse. Je préfère penser que ça comme ça, mais je pense pas. Où il dit qu'on peut changer de femme. Enfin, une femme, c'est comme un frigo, on en change jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Non, mais bon, je sais pas. Il a aussi dit qu'il fallait remercier les maîtresses. T'as pas vu le film où en fait dans le film, dans cette fameuse scène de déjeuner où il y a Cadmerade qui dit je n'ai plus de filtre et qui commence à dire à sa femme qu'il la désire plus devant leurs enfants et devant tout le monde et devant des amis et sa mère qui sont là et les gens sont un petit peu gênés et en fait non mais attends. On n'a pas raconté la scène avec la romancière à un moment parce qu'il y a un flashback sur la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là. Ah mais oui, c'est vrai, putain. Parce qu'il y a un flashback sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a 9 millions de budget, hein. Il y a des scènes de guerre dans le film. Enfin, il y a le générique. Le générique, c'est une scène de débarquement. Pourquoi est-ce que il fallait commencer par ça ? Ouais, il fallait commencer par ça. Attendez les gars, la scène de la romancière, quand même, faut la raconter parce qu'elle a coûté beaucoup d'argent. Elle raconte l'histoire d'une femme qui confie, un peu comme la plus précieuse des marchandises, qui confie d'une femme juive qui est en train de se faire embarquer par la Gestapo. Elle confie son enfant à la concierge et en fait, plus tard, il y a mai 68 et cette jeune femme devenue adulte reçoit une lettre de quelqu'un, on sait pas trop qui lui explique que la concierge avait en réalité dénoncé sa mère. Et ensuite, pour récupérer le bébé, parce que voilà. Et donc, mais comment ça rentre dans le reste de la concierge. Attends, c'est que le début, ça. Hein. La concierge se suicide et tue son mari, ou c'est l'inverse, je sais plus. La jeune femme accueille des casseurs de CRS dans sa loge qu'elle a récupérée. Et il la viole. Et donc la romancière raconte ça à Cadmerade et fait. Oui, parce qu'elle raconte l'histoire de sa propre mère. Oui. Elle dit voilà ce qui est arrivé à ma mère. Moi, je suis l'issue d'un viol collectif de 3 personnes qui ont violé ma mère. Et là, Cadmerade lui répond. Ah oui, c'est très intéressant. Oui, c'est très non, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est très intéressant. Allez, merci pour ce verre d'eau. Il y a vraiment des trucs fous. Il y a des trucs complètement dingo. Je pense que si vous voulez vous faire mal, vous pouvez voir ça et voir dans la foulée Le Voyage en pyjama qui ressemble de très près à ce que vous décrivez. C'est un genre. C'est un film anti-MeToo. On passe un jour un focus sur les nanars d'auteur. Mais non, en vrai, plus sérieusement sur les nanars. Vraiment le meilleur, mais. Ah bah. Faut qu'on enchaîne, je crois. Non, mais plus sérieusement sur le backlash MeToo qui opère en ce moment avec des cinéastes de grande envergure. Le Voyage en pyjama, c'est Pascal Thomas qui me semble aussi à faire des grands films à un moment, qui sont des films où il y a littéralement, c'est-à-dire à l'image, un procès de femmes qui en veulent à des hommes et on dit regardez comment elles sont casse-couilles. C'est assez, enfin, c'est drôle et tout, mais en vrai c'est déprimant. Genre en vrai, et à la c'est fin, catastrophique. À la fin, il y a une scène de défense. De la prostitution. Oui, c'est vrai. Il y a tout un truc sur la prostitution, comme quoi, en fait, c'est vraiment bien. Ok, écoutez, très bien. Moi, je tiens juste à ce qu'on fasse peut-être un petit big up à France Info Culture qui nous dit que finalement restera sans doute parmi les meilleurs films de Claude Lelouch. Putain, j'ai envie de voir les autres maintenant, c'est incroyable. Jackie Bornet. C'est qui Jackie Bornet? Il est fou. Franchement, que le diable m'emporte. Hein. Venez débattre avec nous. Oui, après voilà, je focus sur les critiques de la semaine dernière. Bon, bah très bien. Je sais pas quoi vous recommander, d'aller le prendre d'aller le voir sous champi, de pas le voir du tout. Je ne sais pas. On enchaîne tout de suite sur les recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir.
Dans les recos de la semaine, et contre recos évidemment, Félix, tu as été voir L'ombre et la proie, qui est un film issu d'un appel à projet par une société qui s'appelle Parasomnia. Ouais, je vais résumer brièvement le film et vous expliquer tout ça. Alors ça raconte l'histoire de Vincent, un chauffeur routier qui prend en stop une jeune femme qui prétend s'appeler 37. Les titres d'ailleurs c'est 37, l'ombre et la proie. Effectivement. Et très vite, son comportement étrange éveille les soupçons du routier, mais Vincent lui-même n'est peut-être pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Entre le chauffeur et sa passagère s'engage alors un jeu diabolique qui va bientôt devenir totalement hors de contrôle. Putain, ils le vendent bien. Alors, du coup, effectivement, pour recontextualiser, c'est le premier film de l'appel à projet Parasomnia qui avait fait trembler le milieu du cinéma français il y a quelques années. C'est 2600 scénarios envoyés, c'est un financement assuré en partenariat avec Sony, et la seule contrainte, c'était de réussir à faire un film de genre sous le 1 million d'euros. Et ce qui est un tout petit budget. Ce qui est vraiment un tout petit budget. Et la deuxième contrainte sous-jacente, c'était de parler de la société française. Mais ça, on va y revenir. Alors, du coup, 37, l'ombre et la proie est à l'image de son sous-titre, finalement. Donc, c'est tout droit sorti d'un direct ou DVD dans les dernières rangées d'un vidéoclub. C'est ringard, c'est cheap, c'est bête. La mise en scène est lambda au possible. Mais bon, au moins, on n'a pas la gerbe parce que c'est pas de la caméra à épaule. En veux-tu, en voilà. Je sauve quand même 2-3 petites scènes par-ci par-là parce que il y a un léger suspense qui marche vite fait sur le spectateur, et certains acteurs qui se démènent, je trouve, plutôt bien avec des dialogues qui sont pas toujours au top. Sinon, grosso modo, c'est vraiment encéphalogramme plat. La narration est absurde, le récit n'a aucun sens, la caractérisation des personnages, j'en parle même pas. Et évidemment, pour finir le bingo des films de genre français, on tartine le tout de propos sociaux, et oui, au pluriel. Ils se sont dit, voilà, on va en mettre plusieurs, comme ça va marcher. Donc on a de la précarité, l'immigration, la maternité, l'IVG. Bref, tout ça pour un budget d'1 million d'euros. Que demande le peuple? Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'un jour on arrête de présenter justement des sujets aussi importants de manière très décorative pour donner un semblant de profondeur justement au film, parce que là vraiment c'est une toile de fond mais il y a rien qui est traité, et je trouve ça presque irrespectueux en fait d'utiliser ces sujets-là juste pour encore une fois donner de la profondeur au film. Et surtout, ça serait bien de comprendre un peu ce que c'est un film de genre un jour, parce que là clairement tu sens qu'ils ont voulu faire Duel, du coup le chef-d'œuvre et premier film de Spielberg, mais que en fait c'est la simplicité, le côté droit au but, et évidemment l'intelligence débrouillarde de la mise en scène de Spielberg qui fonctionne, et pas du symbolisme à 2 balles. Donc pour l'instant, Parasomnia, on sent qu'il se rêve en Blumhouse, on est plutôt sur du polar France 3, mais on va voir la suite, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 autres films qui sont annoncés normalement. Écoute, j'ai hâte. Valentin, tu voulais nous conseiller une rétrospective. Oui, alors c'est un cinéma parisien, mais pareil, comme il y a quelques temps quand on avait parlé d'Haneke, c'est l'occasion de mentionner un grand auteur. Le Champeau à Paris, qui est donc dans le 5e arrondissement, est un des cinémas de patrimoine du quartier latin, ressort les films de Max Ophuls, qui est un cinéaste ni français, ni allemand, ni américain, mais un peu des trois, né en Allemagne, émigré après une carrière notamment assez longue dans le théâtre et quelques films de cinéma qui n'ont pas connu des saluts critiques assez importants. Il est parti aux États-Unis où il a fait un film notamment avec John Fontaine qui s'appelait Lettres d'une inconnue, adapté de Stefan Zweig. Il est surtout en fait connu pour ses films à l'époque française, donc revenu après la guerre. C'est un cinéaste qui a été assez important et qui est assez particulier dans l'histoire du cinéma français parce que c'est un vrai formaliste, ce qui courait pas les rues à l'époque, et il est dans cette espèce de début des années 50 de début d'embryon d'opposition critique entre des jeunes Turcs et un cinéma français un peu plan-plan, un peu une figure d'électron libre, parce que c'est un mec qui fait de la mise en scène de manière assez visible en fait, notamment sur la question des mouvements de caméra, des travelling, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui a beaucoup souvent des narrations décousues. Je parlais de L'aide d'une inconnue, bon, vous avez compris pourquoi, c'est beaucoup d'épisodes épistolaires. Donc c'est très beau formellement, et c'est un cinéaste qui est assez particulier dans l'histoire du cinéma français, donc il faut absolument aller en voir si vous n'en avez pas vu. On peut citer en vrac donc La Ronde, qui est peut-être son chef-d'œuvre, Madame 2 aussi, et puis Lola Montes, qui est son dernier film. Il est mort assez précocement dans les années 60, en n'ayant pas le temps peut-être de signer suffisamment de films. Et effectivement, donc il y a le Champeau dans le 5e, mais j'imagine que ces films sont par ailleurs trouvables probablement en VOD. Roman, tu voulais nous parler de Bad Sister. Tu nous avais mentionné la saison 1 il y a quelques temps en disant que c'était absolument à découvrir, et voilà que sort la saison 2. Tout à fait, je vous avais demandé de faire un rattrapage, j'espère que c'est fait pour rattraper cette saison 2 qui sort maintenant. Quelqu'un en tout cas regarde ça sur mon compte Canal. C'est finalement pas moi, parce que avant c'était le cas. La saison 1, je l'ai regardée sur ton compte, Yuri, mais la saison 2, justement... T'as un autre parasite. Voilà, c'est ça. Non, je vais juste citer des choses que vous avez trouvées dans cette saison 2 pour vous donner envie, et c'est tout, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Moi, je trouve que c'est très convaincant. The Wagon, The Prick, un cheval de course qui s'appelle Harry Styles, Pick Up Your Hole, un tatouage de pied avec écrit Made in Ireland, ou
un t-shirt avec marqué Irish Princess alors que c'est quelqu'un qui a tué un mec. Et surtout Fiona Shaw, l'actrice qu'on connaît pour Fleabag notamment, ou alors pour Killing Eve, qui est donc un peu la grosse surprise de cette saison 2 qui arrive. Je ne m'y attendais pas du tout et je suis absolument ravie. Je pense que Romane, elle vient de faire tous mes anglicismes de la saison en 1 minute. C'est vrai que je devrais te demander, a priori, de les traduire un par un. Alors, la plupart des trucs, justement, comme c'est une série irlandaise, c'est beaucoup de mots qui n'ont pas de traduction française. Enfin, The Wagon, c'est vraiment genre une insulte typiquement irlandaise qui ne se traduit pas en français. D'ailleurs, ça ne se traduit pas non plus à la radio. Je pense que c'est pas un truc qu'on est censé écouter. Sinon, on rend jamais l'antenne, en fait. Mais tu as raison, Rita, de mentionner que je devrais être un petit peu plus juste dans mon contrôle des anglicismes. Pour toi, c'est déjà Noël, Rita? Bien sûr. Enfin, demain, il neige à Paris, visiblement. Et rigole, Valentin, rigole. En attendant, rigole avec tes cinéastes. Oui, c'est vrai que toi t'as parlé de Max Ophuls, mais moi je vais vous parler d'un truc quand même très intéressant. C'est mon conjoint qui m'a forcé à voir un court-métrage qui est pas du tout mon délire habituellement, d'animation en stop motion, qui dure 25 minutes sur Disney+. J'ai chialé. Voilà, c'est à voir absolument, mais vraiment une très très jolie recommandation. Ça s'appelle An Almost Christmas Story, donc presque une histoire de Noël. C'est de David Lowery. Alors est-ce que vous savez qui c'est? C'est le mec de Ghost Story. Ouais. C'était Ghost Story et de Green Knight, donc hyper improbable, et c'est produit par Alfonso Cuarón. Donc je ne sais pas comment c'est. Moi, quand j'ai vu les noms au générique, j'étais très étonnée puisque c'est vraiment un conte de Noël. Et il avait fait un film adapté machin avec le dragon, je crois, enfin un truc pour enfants pour Peter Elliott le dragon. Voilà, exactement. Donc il est déjà un peu fait. Et Peter Pan et Wendy. Ouais. Ok, bah en tout cas là on suit Moon, qui est une petite chouette très mignonne qui habite dans la forêt à côté de New York et qui arrête pas de voir les lumières de New York et de vouloir y aller. Et qui va se séparer de sa famille, et c'est très beau, qui va rencontrer une petite fille. Enfin bref, c'est vraiment très très beau comme film. Je sais que ça a l'air extrêmement cheesy, extrêmement cucu comment je vous le décris, mais je vous promets qu'au-delà de ça, c'est très beau, c'est très Disney en fait comme film. Mais surtout, je voulais parler de ce film pour son animation qui est en stop motion, et tous les décors sont faits en carton et en bois. Je pense que c'est du recyclage parce que si vous, par exemple, il y a un moment, ils font du patin à glace devant Rockefeller Center, donc à New York, et c'est vraiment, en fait, on voit les morceaux de carton. Je saurais pas comment vous l'expliquer autrement, mais peints. C'est-à-dire, vous voyez les striures d'un carton qui a été découpé, et on voit ça sur les décors, et c'est très joli. Ou par exemple, quand un personnage tombe, on voit que c'était en fait un personnage en une seule dimension, genre une feuille de papier qui est tombée. Je sais pas comment vous l'écrire, mais c'est très doux, très jolie musique. Il y a quelqu'un qui chante, c'est Jim Gaffigan qui notamment chante dans ce film, et Alex Ross Perry. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens, mais moi je les connaissais pas malheureusement. Mais j'ai cru bien sûr. Ouais, voilà. De Yuri. En tout cas, c'est sur Disney+, ça dure 25 minutes. C'était premier degré. Je pense qu'il était premier degré. Alex Ross Perry, oui, je connais. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, ouais, on s'en fout. Non, mais voilà, vous avez pas de culture. C'est extrêmement drôle. En tout cas, au-delà du côté un peu cucupraline, je trouve que c'est un très beau film pour se mettre dans l'esprit des fêtes, que ça vous déprime ou que ça vous enchante les fêtes. C'est vraiment très joli, et regardez ça. Et ben on regardera ça donc sur Disney+. Et avant de terminer l'émission, c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. I'm sorry, can you bring me a sharper fork? I'm not sure this one will go all the way through your hand. And if you ever threaten my daughter again, I will punch you right in the nose. It won't hurt. I'm not strong. But at the very least, you will be embarrassed that you got punched in the nose by a not strong mathematician. La fabuleuse Romane va nous parler de la fabuleuse Amy Sherman-Palladino. Tout à fait, à la sortie de l'automne et pour se préparer un petit peu à ce début d'hiver glacial, je vous propose de vous parler donc de cette scénariste et showrunneuse Amy Sherman-Palladino, qui est derrière la série que vous binge-watchez tous pendant ces 2 saisons, et si ça n'est pas le cas, vous devriez le faire, à savoir Gilmore Girls. J'avais envie de vous parler de Amy Sherman-Palladino pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a écrit 2 de mes séries préférées, Gilmore Girls et Mrs. Maisel, dont on a entendu quelques extraits tout de suite, et ensuite pour son style très singulier, qui est presque devenu une identité de scénariste à part entière, mais aussi parce que c'est une des rares showrunneuses au féminin à avoir intégré ce milieu relativement tôt, alors que c'était précisément un monde qui était majoritairement masculin. Déjà, peut-être je vais commencer par définir ce que c'est qu'un showrunner pour les personnes qui ne connaisseraient pas. C'est le nom qu'on donne à un créateur d'une série, celui qui fait un peu office de chef d'orchestre pour guider en fait les autres scénaristes à écrire la série selon sa vision. C'est lui qui dirige, qui supervise toutes les étapes d'écriture, de production aussi, et aussi les équipes. Et c'est un concept qui se déploie surtout dans les années 80 et qui était, comme je disais, principalement masculin puisqu'il s'agissait de diriger des équipes, donc on ne donnait pas ça à des femmes. Bah non. Et donc Amy Sherman-Palladino, je pense pas qu'elle se destinait à être showrunneuse à la base, elle voulait surtout être danseuse en fait, comme sa mère. Et pour la petite anecdote, elle a failli avoir un rôle dans la comédie musicale Cats de Broadway. Et elle a évidemment choisi un plus droit chemin, à savoir donc une carrière de scénariste quand elle a eu une espèce de projet
de propositions en tant que scénariste pour écrire sur la sitcom américaine Roseanne. Elle a ensuite essayé de créer sa propre sitcom Love and Marriage, qui a été annulée après 2 épisodes. Une autre ensuite qui s'appelle Over the Top, avec son mari producteur Palladino, avec qui elle forme aujourd'hui un duo, en fait, avec qui elle a beaucoup écrit après. Et il n'y a que 3 épisodes seulement qui ont été diffusés environ. Donc jusqu'ici, plutôt un échec pour notre showrunneuse. Et viennent alors les années 2000, des années un peu sacrées, où Gilmore Girls sort enfin. Pas besoin de dire que c'est un énorme succès. Et d'ailleurs, la série revit en ce moment même, depuis qu'elle est arrivée sur Netflix depuis un certain temps. Et en fait, bien plus tard, en 2017, elle va créer une nouvelle série aka Mon Petit Miracle Personnel, The Marvelous Mrs. Maisel. La fabuleuse Madame Maisel en français. Mrs. Maisel, Madame Maisel, ouais. Donc pourquoi est-ce que ces 2 séries sont aussi géniales l'une que l'autre? Et la réponse ici encore, je crois que c'est Amy Sherman-Palladino, qui a un style tellement à elle. En fait, les acteurs qui travaillent avec elle disent tous que c'est ultra intense, que c'est extrêmement exigeant, tant elle est attachée aux détails et au rythme, parce que non seulement elle était showrunneuse, mais elle était présente sur les plateaux aussi, parce qu'elle a notamment réalisé certains épisodes des séries, parce que effectivement, elle était présente pour vraiment corriger chaque virgule, chaque point qui n'était pas placé au bon endroit. C'est une écriture du détail, ça peut être de la couleur du téléphone dans le fond d'une séquence qui va avoir une importance particulière. C'est une écriture de la frénésie, du rythme qui est vraiment hyper rapide. Même nos chroniques à la perche ne sont pas aussi rapides que c'est les dialogues de Amy Sherman. Et des personnages féminins, surtout des duos féminins, notamment Mrs. Maisel, on a donc une comique, une stand-upeuse avec sa manageuse, et puis dans Gilmore Girls, une mère et sa fille, et surtout une écriture de dialogue et d'humour absolument mordant. Et ma théorie personnelle pour expliquer pourquoi est-ce que Amy Sherman-Palladino aurait réussi à se faire sa place dans ce milieu masculin, et puis aussi raison peut-être pour laquelle Gilmore Girls est regardée aujourd'hui comme une série qui aurait été créée vraiment il y a cette année, quoi. C'est peut-être parce que depuis toujours, elle a une façon d'écrire des personnages de femmes qui sont hilarantes et qui du coup, ça n'était pas écrit par les hommes à l'époque, ça n'était même pas concevable à l'époque pour des hommes qu'une femme puisse être drôle. C'est d'ailleurs tout l'objet de Mrs. Maisel. Et c'est des femmes qui sont parfois vulgaires, un peu too much, mais toujours aussi brillantes. Et pour finir, ça a aussi laissé une place, et ça a vraiment ouvert une porte pour des showrunneuses actuelles, contemporaines, qu'on aime tellement aujourd'hui, qui ont repris le flambeau, comme Lena Dunham et Phoebe Waller-Bridge. Donc si vous aimez des séries comme Fleabag, si vous aimez Girls, il faut surtout remercier Amy Sherman-Palladino d'abord. Merci Romane. Mrs. Maisel est dispo sur Prime Video et Gilmore Girls sur Netflix, comme tu l'as mentionné. C'est la fin de La Perchée dans le cadre. Merci à tous. Déjà, merci d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On remercie à nouveau l'entrepôt. On vous dit à la semaine prochaine, mais n'oubliez pas les petits commentaires de Yuri au début. Vous allez, s'il vous plaît, le truc qui devient un ordre, pas du tout, mais merci déjà de commenter, de liker et de nous suivre un peu sur les réseaux sociaux, etc. pour faire grandir cette petite perche qui deviendra grande. À la semaine prochaine.